Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition donc, concernant les réserves dans le cadre de notre cycle sur la défense globale. Déjà, pour vous faire un retour sur la semaine prochaine, comme vous le saviez, j'étais en Pologne, en Ukraine et en Moldavie. En Ukraine sur la partie Kiev et Odessa, et vous faire un petit retour rapide en vous disant que j'ai pu constater sur place toujours la forte motivation qu'il y a à gagner cette guerre. Vous dire qu'à la Rada, au Parlement ukrainien, il y a des débats en ce moment intenses sur les questions de mobilisation, pour mobiliser davantage. Et vous dire qu'il y a eu une partie importante également sur l'innovation. Et notamment, j'ai été assez impressionné de la manière dont les Ukrainiens, notamment sur les drones, travaillent énormément à ce sujet-là. Ils produisent chaque jour plusieurs milliers de drones au travers de 150 entreprises qui travaillent sur le sujet avec beaucoup d'innovation et en lien parfois avec les entreprises françaises. La situation sur place n'en reste pas moins assez compliquée. Une ville comme Odessa, par exemple, où nous étions jeudi-vendredi, peut prendre chaque jour une trentaine d'attaques de drones ou de missiles. Donc quand vous êtes sur place, vous faites des allers-retours dans des bunkers ou des souterrains pour vous protéger à chaque attaque. Je remercie les vice-présidents qui ont présidé les différentes auditions et je suis particulièrement heureux que notamment celle sur le sujet de culture et défense vous ait plu, puisque c'était un pari assez osé de mettre le sujet de la culture dans nos travaux. Et j'essaie de mobiliser en ce moment Rachida Dati pour qu'elle puisse venir devant notre commission également début juin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le général de division Louis-Mathieu Gaspari, secrétaire général de la Garde nationale, et le général de brigade Frédéric Barbry, chef de la division cohésion nationale de l'état-major des armées, sur le sujet de la question des réserves. Et d'ailleurs, nous étions il y a une dizaine de jours en Italie, où j'ai découvert que l'armée italienne n'avait pas de réserve. Nous en avons une qui fonctionne bien, et avec une forte ambition, telle qu'inscrite dans la LPM, comme vous le savez, mes chers collègues, de doublement à l'horizon 2030. Et c'est pourquoi cette audition est importante pour faire le point à la fois sur l'attractivité des réserves, leur équipement, leur formation, leur trajectoire de montée en puissance, puisque bien entendu, au-delà de l'ambition, il faut maintenant qu'on se donne les moyens de cette montée en puissance de la réserve. Mon général Gaspari, en tant que secrétaire général de la Garde nationale, vous êtes sans doute le plus à même de nous éclairer sur les mesures que vous mettez en œuvre pour développer l'attractivité de ces réserves. Nous serions notamment particulièrement heureux de vous entendre sur les actions que vous développez à destination des entreprises, mais aussi des universités, des collectivités territoriales, notamment parmi toutes les actions que vous menez. Et Général Barbry, vous avez pris la tête de la nouvelle division cohésion nationale de l'état-major des armées, et puis vous exercez également les fonctions de délégué interarmées aux réserves. Concernant cette nouvelle division, donc cohésion nationale, vous nous livrerez certainement les raisons qui ont conduit à la création de cette division et les éléments de votre feuille de route. Et s'agissant des réserves opérationnelles, nous parlerons sans doute des perspectives envisagées dans le cadre du plan réserve 2035 pour rendre les missions des réservistes encore plus attractives et les éventuels défis que vous rencontrez pour remplir des objectifs ambitieux de montée en puissance de la réserve. Et puis peut-être qu'on pourra aborder également le cas particulier du statut qui va être innové cette année au travers des volontaires de l'armée de terre pour le territoire national, notamment dans le cadre des JOP. Peut-être l'un ou l'autre, vous pourrez nous en parler, puisque ce sera un contrat qui permettra, en engagement de quelques mois, notamment dans le cadre des JO, je crois même qu'une compagnie de réservistes peut-être sera amenée à défiler lors du 14 juillet, et que ces réservistes pourront être ensuite reversés soit dans l'actif, soit dans un contrat classique d'engagement à servir dans la réserve. Voilà, sans plus tarder, je vous cède la parole. C'est le général Gaspari, je crois, qui commence. Mon général, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux, vraiment très heureux, en ma qualité de secrétaire général de la Garde nationale, d'être dans cette salle de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale pour répondre à vos questions dans le cadre du cycle d'audition que vous consacrez à la défense globale. J'avais eu l'honneur, il y a 11 mois, pratiquement jour pour jour, de vous présenter la Garde nationale et de vous exposer mon ambition pour elle dans le cadre de vos travaux sur la loi de programmation militaire. C'est avec un plaisir renouvelé que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous expliquer comment la Garde nationale, que j'ai transformée en profondeur, est un acteur de la défense globale, telle qu'elle est définie dans l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Après vous avoir rappelé ce qu'est la garde nationale, je vous livrerai 3 réflexions pour répondre à cette question en m'appuyant sur une conviction. Cette conviction, quelle est-elle? Depuis que j'ai pris mes fonctions, je suis intimement convaincu parce que la garde nationale et son secrétariat général ne concourent qu'à un seul objectif, renforcer la résilience de notre pays et rehausser ses forces morales afin de parvenir à une France unie et résiliente, comme indiqué dans la dernière revue nationale stratégique. La garde nationale et son secrétariat général sont des acteurs de la défense globale. Avant de débuter ma démonstration, je souhaiterais, Monsieur le Président, saluer l'engagement remarquable des réservistes opérationnels qui donnent de leur temps et de leur énergie pour être utiles à leur pays et assurer la sécurité de nos concitoyens, ainsi que renforcer la protection de notre territoire, aux côtés, bien évidemment, de leurs frères d'armes. Leur engagement, que j'ai la chance de mesurer lors de chacun de mes déplacements dans les territoires, force le respect et l'admiration du secrétaire général de la Garde nationale que je suis. Puisque l'occasion m'est donnée, permettez-moi, Monsieur le Président, également de vous remercier, vous aussi, Mesdames et Messieurs les députés, pour le soutien résolu et constant que vous apportez à la Garde nationale et aux réserves opérationnelles depuis que j'ai pris mes fonctions. Quelques mots rapides sur ce qu'est la Garde nationale. Alors, je vais commencer par une lecture en creux en vous disant ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, assurément, c'est la Garde nationale américaine, ni même la Garde nationale de 1789 qui a été dirigée par le marquis de Lafayette. Elle n'est pas non plus, je le dis sur le ton de la boutade, mais parce que je l'ai entendu, la Garde républicaine non plus. Elle n'est pas la Garde républicaine. Alors ce qu'elle est assurément. La Garde nationale a été créée en 2016 après la vague d'attentats terroristes qui a frappé notre pays et qui ont poussé le président de la République de l'époque, M. François Hollande, à créer le réceptacle de toutes les énergies qui se sont manifestées et qui voulaient être utiles au pays. Donc la Garde nationale est née exactement le 13 octobre 2016 grâce à un décret qui a été publié au journal officiel. Et aujourd'hui, la Garde nationale, c'est le creuset fédérateur des réserves opérationnelles relevant du périmètre de sécurité et de défense, sans pour autant constituer un commandement organique et autonome. La mission de la Garde nationale, elle est simple. Les réservistes opérationnels qui la composent concourent, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la nation et à la sécurité de la population et la protection du territoire. Aujourd'hui, la Garde nationale est forte de 80 000 réservistes opérationnels, 8 ans après sa création. Ces 80 000 réservistes opérationnels sont répartis à peu près équitablement entre les deux ministères, ministère des Armées, ministère de l'Intérieur. Donc la Garde opérationnelle, dont j'ai la chance et l'honneur d'être le secrétaire général, marche sur 2 jambes. Les réservistes opérationnels du ministère des Armées et les réservistes opérationnels du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Je rappelle, je l'ai déjà dit, mais j'insiste sur ce point, la préparation et l'emploi des réserves relèvent des prérogatives de chacune des chaînes opérationnelles. Alors, le secrétaire général de la Garde nationale, dans tout ça, c'est en fait l'instance de gouvernance de la Garde nationale, instance permanente dont j'assure la direction et qui est chargée de mettre en œuvre les politiques au titre des réserves qui ont été arrêtées annuellement par les 2 ministres et qui concernent le développement de nos partenariats. Donc là, je répondrai très concrètement à votre question. On me demande aussi de faire rayonner la Garde nationale, c'est-à-dire de valoriser et de mieux faire connaître l'engagement au sein des réserves et de mettre en place des mesures d'attractivité qui permettent de recruter et de fidéliser des réservistes qui ont fait le choix de servir leur pays. En quelque sorte, le secrétaire général de la Garde nationale que je suis un VRP de l'engagement. C'est-à-dire qu'on me demande de partager et de faire vivre cette valeur de l'engagement au sein des réserves militaires ou du ministère de l'Intérieur pour que cette force puisse apporter son concours et être utile au pays en assurant la protection des Français et en renforçant la protection du territoire.
Mes fonctions, je les exerce dans un contexte inédit, quelque peu particulier, dans la mesure où le président de la République a décidé de doubler les effectifs des réserves opérationnelles. Donc aujourd'hui, on a une garde nationale à 80 000 réservistes. Demain, en 2030, on aura une garde nationale à 160 000 réservistes opérationnels, toujours à peu près équitablement répartis entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées. Alors cette montée en puissance, évidemment, il me semble important de le dire à la représentation nationale, elle ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais doit bel et bien s'avérer utile pour faire face aux nouvelles menaces et répondre aux besoins opérationnels des forces armées et des forces de sécurité intérieure. Je suppose que le général Barbry en parlera de toute façon bien mieux que moi. Alors, les 3 réflexions que je voulais partager avec vous. La première, les réservistes opérationnels de la garde nationale sont des citoyens augmentés, entre guillemets, qui renforcent la résilience de notre pays. Je l'ai dit, les réservistes opérationnels donnent de leur temps et de leur énergie pour être utiles à leur pays. Ils augmentent donc la surface de contact dans les territoires des armées, mais aussi des forces de sécurité intérieure. Ils sont des citoyens augmentés par la place singulière qu'ils occupent dans notre pays, dans la société, dans leur société. Ils sont à la charnière entre la nation, son armée et ses forces de sécurité intérieure. Leur positionnement leur permet donc de diffuser l'esprit défense au sein de la société. Ils acquièrent aussi au contact des forces armées et des forces de sécurité intérieure des savoir-faire, mais surtout un savoir-être. Ces compétences acquises font d'eux des acteurs de la gestion de crise. Je reviens rapidement sur les différents épisodes qui ont émaillé notre pays, les épisodes de crise. 2015-2016, des attentats terroristes. 2017, une tempête qui a dévasté Saint-Martin, la tempête Irma. 2018, la crise sociale des Gilets jaunes. 2020, la crise de la Covid. 2021-2022, des crises environnementales, des crises des incendies. Voilà. Donc tout ça fait que les crises d'aujourd'hui ne se succèdent plus, mais elles se superposent. Et à chaque fois, les réservistes opérationnels ont répondu présent pour aider à gérer ces crises. Et quand on aide à gérer des crises, on renforce la cohésion nationale, j'ai la faiblesse de le penser, et on rehausse les forces morales de notre pays. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les députés, les citoyens augmentés que sont les réservistes opérationnels de la garde nationale renforcent indéniablement la résilience de notre pays. La deuxième réflexion que je souhaitais partager avec vous, c'est que la stratégie partenariale, donc le développement de partenariats, mise en œuvre par le secrétariat général de la garde nationale, est un instrument au service de la défense globale. Qu'est-ce que la stratégie partenariale ? La stratégie partenariale, c'est cette faculté totalement singulière qu'a le secrétariat général de la garde nationale de signer en bonne intelligence avec des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, des conventions de partenariat pour permettre l'engagement des salariés, des agents publics qui ont fait le choix de servir dans la réserve. En fait, l'idée, c'est de dresser un cadre normatif, un cadre juridique qui permette à ces salariés qui ont décidé d'être utiles à leur pays, qu'ils puissent effectuer des périodes de réserve dans de bien meilleures conditions que ce que la loi autorise. Et j'ai la faiblesse de penser que ça marche plutôt pas mal. Alors, je vous ai parlé du contexte de doublement des effectifs des réserves opérationnelles. On est quand même aujourd'hui dans un moment où on a un réserviste sur 2, sur les 80 000 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un actif, ça veut dire qu'il travaille dans la société. Et donc, à partir de ce moment-là, il serait complètement illusoire de penser que l'on puisse doubler les effectifs des réserves opérationnelles sans travailler avec les employeurs. Et ça, c'est la raison d'être essentielle du secrétariat général de la garde nationale. Alors, cette stratégie partenariale, comment se traduit-elle ? Tout simplement par la signature de conventions de partenariat avec les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, mais également les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement supérieur. En signant une convention de partenariat avec les gardes nationales, les personnes morales s'engagent aux côtés de ceux qui s'engagent. En signant une convention de partenariat avec la garde nationale, ces personnes morales partagent entièrement la responsabilité collective de la défense globale. Autrement dit, en signant une convention de partenariat, les employeurs deviennent également des acteurs de la défense globale.
Donc vous voyez, on a tout un écosystème qui facilite la montée en puissance des réserves opérationnelles. Chacun détient une partie du puzzle. Et moi, mon rôle, ma qualité de secrétaire général de la Garde nationale, c'est de pouvoir assembler toutes ces pièces du puzzle en essayant de fédérer les énergies, de développer des synergies avec tous les acteurs de la réserve. Alors, vous vouliez, à ce stade de mon exposé, je me permets de vous donner quelques exemples concrets de signature de conventions de partenariat qui se passent dans les territoires, parce qu'évidemment, ça ne se passe pas à Paris, tout ça, ça se passe dans la profondeur des territoires. Nous étions à Nîmes à la fin du mois de février. Nous avons signé 2 conventions de partenariat que je tiens à vous citer parce qu'elles me semblent particulièrement emblématiques de ce que le secrétariat général de la Garde nationale peut faire. Le CHU de Nîmes, on a signé une convention avec le CHU de Nîmes, on a signé une autre convention avec l'agglomération de Nîmes. Et à chaque fois, donc les présidents de ces personnes morales ont décidé de donner 30 jours à leurs réservistes, d'offrir 30 jours, pour reprendre leur expression, à leurs salariés ou à leurs agents publics, pour qu'ils puissent faire des périodes de réserve. Je rappelle, et vous le savez, que la loi autorise de droit un salarié à aller voir son chef d'entreprise pour lui dire qu'il peut faire de la réserve à concurrence de 10 jours. Donc les conventions de partenariat signées par la Garde nationale sécurisent totalement le statut juridique du réserviste. Elles reconnaissent également l'engagement citoyen de la personne morale qui signe. Donc c'est un dispositif également gagnant-gagnant. J'aurai l'occasion d'y revenir peut-être dans les questions qui me sont posées. Donc la stratégie partenariale que j'ai totalement rénovée, elle repose sur 2 piliers en fait. Une approche dans les territoires, parce que je le redis, ce n'est pas depuis Paris que je vais augmenter et contribuer à augmenter les effectifs des réserves opérationnelles. C'est bien dans les territoires que ça se passe en parfaite osmose et en parfaite liaison avec l'état-major des armées, avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc on a une approche par les territoires, et notamment vis-à-vis des élus, parce que vous êtes les premiers acteurs de la résilience dans les territoires, mais pas que, vous avez aussi tout un réseau socio-économique que vous mettez au service de la montée en puissance des réserves. Et je pense que dans les territoires, c'est vraiment une belle partie de l'histoire de cette montée en puissance qui se joue. Et puis après, on a une approche par les compétences. C'est-à-dire qu'on essaye aussi d'aller chercher, grâce à la stratégie partenariat, des compétences rares ou critiques qui n'existeraient pas dans les armées ou les forces de sécurité intérieure. Et tout ça, on arrive à le faire par le biais des conventions de partenariat. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais à ce stade, il me semble intéressant de vous dire que au niveau national, au niveau macro, on a à peu près 1000 conventions de partenariat qui ont été signées depuis 2016. Sur l'année 2023, j'en ai signé 169 précisément, alors qu'on avait une moyenne de 120 par an jusqu'à présent. Donc ce résultat est à mettre à l'actif évidemment du réseau de la Garde nationale, de tous les acteurs de la Garde nationale dans le territoire, et notamment des correspondants de la Garde nationale qui sont mes relais, mes pivots de la stratégie partenariale au sein de tous les territoires. Et aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est de développer ce réseau de relais dans les Outre-mer et auprès des Français établis à l'étranger. Je voudrais citer un dernier exemple d'une convention que j'ai signée pas plus tard que ce matin. Ce matin, j'étais dans une société de transport. Le transport est un secteur en tension en fait pour les armées. Et donc la société de transport, la STEF, nous a accueillis dans ses locaux dans le 17e arrondissement. Et donc j'ai signé une convention de partenariat en présence du directeur central du service de l'énergie opérationnelle. Pourquoi ? Parce que lui-même était extrêmement intéressé de pouvoir disposer de réservistes qui détiennent ces compétences qui existent de manière native dans cette entreprise. Et donc on a signé une convention de partenariat. Et le chef d'entreprise, le président qu'on a vu, a décidé d'offrir 15 jours à ses salariés pour qu'ils puissent faire des périodes de réserve et de maintenir l'intégralité de la rémunération. J'insiste sur un point particulier. Je vous disais tout à l'heure que le dispositif était totalement gagnant-gagnant, parce que les entreprises qui signent une convention de partenariat deviennent partenaires de la Défense nationale. Donc c'est un label qui est délivré par le ministre des Armées, mais aussi le soutien aux politiques de réserve est un dispositif qui est éligible à la RSE. C'est-à-dire les chefs d'entreprise peuvent consigner ce soutien dans leur déclaration de performance extra-financière. Donc c'est aussi un moyen d'attirer et de convaincre les entreprises à signer des conventions de partenariat.
Voilà, et puis la troisième réflexion rapidement que je voulais partager avec vous, c'est qu'en contribuant aux travaux menés par le secrétariat général de secrétariat général de la Défense nationale dans le cadre de la stratégie nationale de résilience, le secrétariat général de la garde nationale est acteur cette fois-ci de la réflexion sur la défense globale. Donc on est acteur dans la stratégie partenariale, mais on sait aussi réfléchir. Vous voyez un peu de jus de cerveau pour montrer que les réserves peuvent contribuer à quelque chose d'intéressant dans le cadre de la stratégie nationale de résilience. Mais ces travaux étant quelque peu confidentiels, en tout cas menés dans des cercles un petit peu restreints, donc je ne m'étendrai pas plus, Monsieur le Président, sur ces sujets-là. Voilà, donc en conclusion, en fait, il semble important de dire que la garde nationale, et j'en suis intimement persuadé depuis que j'ai pris mes fonctions, joue un rôle clé dans la conception actuelle de la défense globale, en ce sens qu'elle démultiplie les capacités de résilience de la nation. Je vous remercie pour votre attention. Merci mon général. On va passer désormais au général Barbier, donc, qui est à la tête de la nouvelle division cohésion nationale. Peut-être pour rentrer aussi dans le sujet des missions, des nouvelles modalités d'organisation peut-être dans les armées. On aura peut-être également l'occasion d'aborder, vous aurez peut-être l'occasion d'aborder également les réserves de niveau 2, peut-être, et également, comme le général Gaspari parlait du recensement des compétences, du fonctionnement du logiciel ROC, qui avait pour la belle promesse, on va dire, de recenser un peu les compétences des différents réservistes pour voir comment on peut également les mobiliser davantage. Mon général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, Mesdames et Messieurs les députés, donc je suis le général Barbier, chef de la division cohésion nationale de l'état-major des armées, et je suis également le délégué interarmées aux réserves, et c'est à ce titre que je vais évoquer avec vous la place singulière qu'occupe la réserve des armées dans la défense globale. Alors je suis tout particulièrement honoré de prendre la parole dans le cadre de cette thématique après avoir écouté attentivement les autorités civiles et militaires d'ores et déjà auditionnées par vous. Alors tout d'abord, juste un point que constitue dans ce cadre la création de la division cohésion nationale cet été à l'EMA au 1er août, en charge à la fois de la réserve, de la politique des réserves, de la jeunesse, mais également des relations avec l'éducation nationale et des relations avec les entreprises. Alors, cette structuration permet d'avoir un écosystème qui est parfaitement cohérent, tant les problématiques de la réserve sont étroitement liées à la jeunesse, en matière de recrutement notamment, mais également avec les entreprises, puisque ça vient d'être évoqué avec mon camarade, sur la thématique de l'emploi. Et bien évidemment sans préjudice de l'action de la garde nationale avec laquelle nous entretenons des liens tout particuliers et très étroits au quotidien. Alors tout d'abord, si on se place sur un horizon temporel générationnel, depuis la suspension de la conscription, la réserve avait permis de renforcer les forces d'active sur un large spectre de missions, mais dans une logique majoritairement de complément individuel. Il ne faut pas oublier qu'avec la fin de la conscription, nous avions à l'époque 7 millions de réservistes. Nous sommes passés à un étiage à environ une trentaine de milliers de réservistes. Et pour nous rétablir sur ce que j'appelle aujourd'hui la base zéro, à savoir le 31 décembre 2023, sur 40 000 réservistes, mais j'y reviendrai. Aujourd'hui, compte tenu des nouveaux enjeux et des nouvelles menaces, il apparaît indispensable de pouvoir bénéficier d'une réserve rénovée à la hauteur de ces nouveaux défis et qui doit permettre de mieux contribuer à la défense et à la résilience de la nation. Alors, la loi de programmation militaire votée cet été nous donne le cadre général de l'action. Et comme vous le savez, quantitativement, les différentes marches sont inscrites dans cette loi de programmation militaire. Et donc, dès 2024, dès cette année, les armées devront recruter 3 800 réservistes supplémentaires. Je devrais même dire avoir un solde positif de 3 800 réservistes supplémentaires, puisqu'en fait, avec un taux de fidélisation d'environ 5 ans, il faut que nous renouvelions de 20% le stock donc annuel, ce qui veut dire que cette année, nous allons devoir concrètement recruter 11 800 réservistes, c'est-à-dire 20% de 40 000, plus le solde positif de 3 800. C'est extrêmement important à prendre en compte, puisque en 2030, avec donc un solde positif inscrit dans la LPM de 8 500, plus les 20% que je viens d'évoquer avec vous, c'est environ 24 000 réservistes qu'il va nous falloir donc recruter, c'est-à-dire sensiblement le même volume
que la totalité du recrutement pour les armées d'active. Donc c'est un défi considérable, un défi majeur pour les armées et qui sera soutenu par les avancées significatives contenues dans cette même LPM. Je voudrais juste les rappeler rapidement. Relèvement de la limite d'âge à 72 ans. Facilitation et augmentation de la durée de convocation des réservistes salariés, ça a été dit, et c'est une obligation pour toute entreprise de plus de 50 salariés, à 10 jours. Augmentation donc, du nombre de jours de convocation des anciens militaires, puisque nous étions sur un pas de 5 jours pour la durée de 5 ans pour les RO2, et nous sommes passés à 5 jours par an pendant 5 ans, c'est-à-dire 25 jours. Élargissement des conditions d'accès à la réserve des militaires en situation de non-activité, congé pour convenance personnelle, congé paternité ou maternité, et puis des mesures d'attractivité et de fidélisation des réservistes, notamment les spécialistes, avec la possibilité d'accéder au grade supérieur. Alors avant d'indiquer les modalités d'action pour l'atteinte de l'objectif, il convient d'effectuer rapidement un état des lieux sur cette réserve. Alors au titre du Code de la Défense, l'article L4211-1, la réserve s'entend comme suit, et je pense que c'est important de bien le rappeler. Une réserve opérationnelle comprenant à la fois les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire, dont les réservistes spécialistes, et qui sont aujourd'hui à hauteur de 41 000. Également les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, c'est ce que vous évoquiez, Monsieur le Président, qui sont aujourd'hui la classe 60 000, ils sont 63 000 au 31 décembre 2023. Et puis, également, une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés. Et là, ils sont de la classe 4200, 4254 au dernier comptage annuel. Alors aujourd'hui, je viens de l'évoquer, le ministère des Armées compte un peu plus de 41 000 réservistes opérationnels de premier niveau, RO1, c'est-à-dire, et c'est important de le souligner, du personnel volontaire ayant signé un contrat à servir dans la réserve pour une durée de 1 à 5 ans. Et nous sommes, depuis le début de l'année 2024, sur une dynamique positive et qui devrait nous permettre d'atteindre les 43 800 à la fin de cette année. Le réserviste, si je brosse une carte d'identité très rapide, il est plus féminisé que son homologue d'active. Et il existe également des disparités par catégorie, mais également par fonction occupée, comme pour l'active. Mais il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, le taux de féminisation des réservistes dans sa globalité est de 23%, et il monte à 33% dès lors que nous avons affaire à des ab initio, c'est-à-dire en excluant les anciens militaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve. Le réserviste, il est plus âgé que son camarade d'active, d'environ 7 ans. Le militaire d'active, il a une moyenne d'âge de 32,5 ans, alors que le réserviste, il a une moyenne d'âge de 39,8 ans. Mais ce qui s'explique aisément par sa typologie, et notamment par la proportion justement d'anciens militaires d'active qui ont signé un ESR. Un point important, sous réserve de l'incertitude liée à l'absence de déclaration des candidats, le réserviste ab initio est issu pour 42% du secteur privé et à 25% pour le secteur public, dont 5,5% pour le ministère des Armées. Enfin, le réserviste est issu à environ 40% de l'active et à 53% de la société civile, le différentiel de 7% étant donc ceux issus du service national et nécessairement en décroissance, puisqu'on passe de ces 5 dernières années à 10, 9, 8, 7, avec une extinction programmée d'ici 5 à 6 ans. Alors cette carte d'identité, elle est appelée à se transformer, justement, avec la réserve rénovée. Elle sera certainement plus féminisée, plus jeune, davantage issue de la société civile, en raison des modalités que je vais évoquer avec vous. Car quel est l'état final recherché, quand même à le rappeler les militaires? Alors il s'agit d'adapter la réserve, tant quantitativement, on l'a vu, mais ce n'est pas un but en soi, que qualitativement, aux besoins des armées et aux évolutions de notre société. À cet effet, son emploi, l'emploi de cette réserve rénovée, sera accru au quotidien et renouvelé dans ses missions avec une réserve territoriale, une réserve stratégique et une réserve de compétences. Véritable réservoir de force, la réserve contribuera donc principalement, avec ses unités constituées, à remplir les 2 fonctions stratégiques majeures, à la fois la fonction protection-résilience sur le territoire national, dans l'Hexagone comme Outre-mer, et la fonction intervention. Ces compléments individuels renforceront la résilience des armées, tant dans les domaines organiques qu'opérationnels.
Donc il s'agit d'une réserve repensée qui passe d'un modèle de complément à la constitution d'une réserve véritablement stratégique avec un modèle fondé sur une meilleure intégration avec l'active. Cette montée en gamme, elle passe également par la redynamisation de la réserve opérationnelle de deuxième niveau, Monsieur le Président. C'est la réserve qui regroupe donc les 63 000 anciens militaires d'active et qui ont une obligation de disponibilité de 5 ans après leur départ de l'institution. Aujourd'hui, cette réserve, elle monte en gamme. Elle est maintenant obligatoirement rattachée au système d'information réservistes opérationnels connectés, ROC. Et la LPM permet, je l'ai évoqué avec vous, de mieux les préparer. Parce que non seulement on a multiplié le nombre de jours de convocation possible, mais on a également étendu le domaine d'application. Auparavant, on convoquait la réserve opérationnelle de deuxième niveau uniquement pour voir si on arrivait déjà à les convoquer, à avoir leur adresse, et puis on vérifiait leur aptitude. Maintenant, on peut les maintenir dans leur domaine de compétences, ce qui est une avancée notable. Cette RO2, il faut qu'elle soit mieux préparée pour être en mesure de consolider les unités d'active et de réserve et les régénérer en cas de conflit majeur. Deuxième point, j'allais dire majeur, changement de paradigme, véritable rupture. Aujourd'hui, sur les 40 000 réservistes opérationnels de premier niveau, nous avons environ 60% qui est constitué par la réserve de complément ou réserve de compétences, et donc 40% qui est constitué des unités élémentaires de réserve. Le but de cette montée en gamme de cette réserve, la constitution de la réserve stratégique, c'est de basculer ce ratio et passer à 40% de réserve de compléments et de compétences et 60% pour une réserve à partir des unités élémentaires de réserve. Ces unités élémentaires de réserve, justement, elles se déclineront en unités équipées, entraînées dans les 3 armées, directions et services, en constituant des réservoirs de force pour renforcer la protection des installations militaires, opérer sur les zones arrières, compléter ou relever les unités d'active engagées en intervention. Alors chaque armée de direction et service possède son propre plan de montée en puissance de ces unités élémentaires de réserve. Très rapidement, on peut citer l'armée de terre, qui va constituer à la fois des bataillons de réserve sur la base de ces brigades interarmes, qui va ensuite passer par la constitution de bataillons de réserve territoriaux, et puis au fur et à mesure de la montée en puissance sur des unités de combat. La Marine nationale qui crée ces flottilles côtières notamment, avec ses 3 premières, Atlantique en 2024, Méditerranée en 25 et Manche en 26, mais l'armée de l'air avec la constitution de 20 escadrons de réserve territoriale adossés aux bases aériennes, et les directions et services ne sont pas en reste, puisque chacune, sur la même dynamique, va créer des entités nouvelles. Et à titre d'illustration, le service des énergies opérationnelles va créer dès 2027 une unité de soutien pétrolier auprès de la base pétrolière interarmée sur un modèle à parité entre réserve et active. Pour y arriver, j'aurai l'occasion d'y revenir au cours des questions, le plan réserve mettra en œuvre des mesures nouvelles et notamment fondées sur le recrutement, l'instruction et l'entraînement rénové. Au bilan, un chantier qui est considérable et qui constitue une véritable rupture, un changement de paradigme dans l'appréhension et l'emploi des réserves au sein des armées. Mais au-delà de l'augmentation de la capacité opérationnelle, c'est aussi en termes d'externalité positive, si vous me permettez, une augmentation de la surface de contact évoquée par mon camarade, surface de contact des armées auprès de la population civile, un moyen d'augmenter le niveau d'intégration des armées au sein de la nation, chaque réserviste étant un ambassadeur de l'institution. Enfin, ce défi ne saurait être relevé sans la mobilisation de tous les acteurs, internes bien évidemment, mais externes également, car ils sont la clé de l'emploi au juste niveau de cette réserve rénovée. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, mon général. Alors, vous nous avez parlé effectivement des flottilles côtières, des escadrons, mais si je comprends bien qu'ils restent dans un cadre des engagements à servir dans la réserve traditionnelle, sur l'armée de terre, il y a un nouveau contrat qui voit le jour, donc le contrat de VEDAT, qui prévoit un engagement un peu plus long, je crois, de 4 mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit mot sur comment ça va fonctionner, ce qui est attendu par rapport à ce contrat particulier? Oui, merci Monsieur le Président. Alors, sans préjudice des prérogatives des armées, directions et services, ce contrat volontaire de l'armée de terre, VDAT, n'est pas stricto sensu un contrat de réserviste.
Je ne suis pas le mieux à même de pouvoir l'évoquer. Pour autant, il s'agit d'un contrat qui est extrêmement intéressant puisque ce sera le marchepied, effectivement, à un engagement, que ce soit un engagement dans l'active ou un engagement dans la réserve. C'est un segment qui manquait, puisqu'avant, les volontaires de l'armée de terre avaient des contrats qui n'allaient pas en deçà d'une année. Et on a considéré, l'armée de terre a considéré qu'il était intéressant de pouvoir offrir cette offre supplémentaire et qui sera notamment donc testée et validée dès les Jeux Olympiques. Très bien. Merci, mon général. Nous allons prendre désormais les interventions des orateurs de groupe pour le groupe Renaissance. La parole est à Philippe Sorez. Monsieur le Président, messieurs les généraux, mes chers collègues, vous avez déjà en partie, messieurs, répondu à quelques éléments de mes questions. Messieurs les généraux, je vous remercie pour votre présentation. Permettez-moi, au nom du groupe Renaissance, de vous rappeler l'attachement que nous avons en faveur des militaires de la Garde nationale. À plusieurs reprises, le général Gaspari a souligné que la politique partenariale, matérialisée par la signature de conventions entre le ministère des Armées, les entreprises et les collectivités, constituait le principal levier de transformation de la Garde nationale. Général Gaspari, j'aimerais donc poser plusieurs questions à ce sujet. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer en quoi cette politique partenariale, dont vous avez esquissé les grandes lignes dans vos remarques préliminaires, est un mécanisme gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit, et comme vous l'aviez dit dans le passé aussi. Autrement dit, comment bénéficie-t-elle concrètement aux salariés réservistes, à l'entreprise et aux armées? De plus, pourriez-vous nous informer des progrès et des actions concrètes en ce qui concerne la territorialisation, d'une part, et l'approche par les compétences, d'autre part, visant à renforcer cette stratégie partenariale? Par exemple, qu'en est-il du développement de la Garde nationale dans les territoires d'outre-mer ou du recrutement de réservistes spécialistes de l'industrie? Général Barbry, la cible du plan Réserve 2035 consiste à doubler le nombre de réservistes pour atteindre 80 000 réservistes opérationnels en 2030 et 105 000 en 2035. Le taux de fidélisation des réservistes opérationnels vous semble-t-il confirme cette montée en puissance? Enfin, concernant le système ROC, pouvez-vous nous en dire plus sur les avancées et les futurs axes de travail concernant l'efficacité de cette interface? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Général Gaspari, vous souhaitez commencer? Merci, monsieur le député, pour ces questions précises. Donc, je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible, la plus limpide possible. La politique partenariale que le secrétariat général de la Garde nationale met en œuvre, c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant. Tout le monde s'y retrouve. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, la convention de partenariat qui est signée par une personne morale sécurise totalement le statut juridique des réservistes. Donc, le réserviste sait qu'il est autorisé par son chef d'entreprise, sans que son contrat de travail soit rompu, à faire 15, 20 ou 30 jours de réserve, sans être obligé de prendre sur ses jours de vacances, de congés, de RTT. Donc ça, c'est une première avancée de la convention de partenariat. Après, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, c'est une tendance que j'observe depuis le 1er août 2022, les chefs d'entreprise maintiennent entièrement, totalement la rémunération de leurs salariés lorsqu'il vient faire une période de réserve. Ça veut dire que le salarié continue de toucher son salaire dans son entreprise et en plus, il reçoit les émoluments que les armées ou les forces de sécurité intérieure lui donnent. Cette dernière somme est totalement défiscalisée. Donc ça, c'est vraiment une plus-value énorme, en fait. Aujourd'hui, un salarié, quand il fait une période de réserve, il se doit de prévenir son employeur avec un préavis de 4 semaines. Là encore, la convention de partenariat permet concrètement de baisser ce préavis en fonction des circonstances. La moyenne aujourd'hui, le préavis est porté à 3 semaines. Donc on a gagné 1 semaine. Mais le chef d'entreprise peut aussi dire, si c'est pour aller éteindre un feu de forêt, je te laisse partir beaucoup plus vite parce que ma marque employeur, derrière, elle va être valorisée. Alors je ne dis pas que le réserviste des armées, les forces de sécurité intérieure, va aller éteindre l'incendie, c'est pas ça du tout. Mais en fait, il va contribuer de permettre aux sapeurs-pompiers d'éteindre l'incendie. L'autre côté employeur maintenant. Lorsque le chef d'entreprise maintient tout ou partie de la rémunération à son salarié qui fait une période de réserve, c'est considéré comme étant du mécénat.
Donc c'est éligible à une réduction d'impôt. Avec un système un peu complexe, parce qu'en France, on a le don de faire des choses qui ne sont pas toujours très simples. Mais au bout du bout, le chef d'entreprise économise un petit peu d'argent grâce à une réduction d'impôt. La RSE, c'est aussi un dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui me semble extrêmement vertueux, extrêmement intéressant pour finir de convaincre les chefs d'entreprise qui hésiteraient à soutenir le réserviste opérationnel. Donc depuis la transposition d'une directive européenne au mois de décembre 2023, donc le soutien aux politiques de réserve devient un critère éligible à la RSE. Donc le chef d'entreprise peut indiquer ça dans sa déclaration de performance extra-financière. Le label partenaire de la défense nationale, délivré par le ministre des Armées, à partir du moment où on signe une convention de partenariat, c'est aussi un plus. Et puis, chefs d'entreprise peuvent concourir pour le prix de la garde nationale, qui est remis chaque année par le ministre des Armées. Donc l'année dernière, c'était le 5 juillet 2023 à l'hôtel de Brienne. Le ministre des Armées a remis des prix de la garde nationale, le prix 2022 de la garde nationale, à des entreprises et à des personnes morales qui ont particulièrement œuvré pour soutenir leurs réservistes. Dans ces entreprises, moi j'observe qu'il y a de tout en fait. Il y a des très grosses entreprises, SNCF, Alliance, mais il y a aussi des toutes petites entreprises. En 2021, le ministre des Armées a remis le prix de la garde nationale à une entreprise qui ne comptait que 5 employés. Sur les 5, il y avait un réserviste. Donc ça veut dire qu'il avait 20% de son effectif qui était réserviste. Donc c'est énorme. Et donc là, c'est pour ça qu'on a remis symboliquement ce prix à cette petite entreprise, parce qu'on a estimé que vraiment l'effort était extrêmement important. Donc voilà pour répondre en quoi la politique partenariale est gagnant-gagnant. Ensuite, l'approche par les compétences. L'approche par les compétences, c'est simple, c'est de dire, on fait le constat aujourd'hui que dans les armées, dans les forces de sécurité intérieure, toutes les compétences n'existent pas de manière native en fait. Ou si on devait les créer, les avoir, les obtenir, ça allait coûter de l'argent, de la formation et prendre du temps. Alors qu'en allant chercher sur étagère des compétences qui existent ici ou là, on enrichit les forces armées et les forces de sécurité intérieure. Alors, il y a des métiers en tension dont le général Barbry parlera tout à l'heure, qui ont été identifiés, donc sans trahir de secret. Frédéric, je crois que le métier des transports, la santé, la cyber, la maintenance aéronautique, la restauration dans les grandes aires où il y a des marins qui sont implantés, sont des sujets qui intéressent les armées. Et donc, moi, j'ai cette faculté à aller tisser des partenariats avec des entreprises qui détiennent ces savoir-faire. Et c'est là que le système est totalement vertueux. Donc l'approche par les compétences permet vraiment de répondre à un besoin particulier, un besoin spécifique des armées ou des forces de sécurité intérieure. Et d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, moi, je cherche vraiment à travailler beaucoup plus dans ce sens-là, plutôt qu'à faire de la quantité. Je préfère faire de la qualité avec mon camarade Frédéric. Je pense que les armées s'enrichissent de toutes ces compétences qu'elles ne détiennent pas. Et donc, en plus, on fait du lien armée-nation-armée. Alors, j'aime pas trop cette expression parce qu'on a l'impression qu'il y a la nation et les armées d'un côté et de l'autre. Mais en fait, on a des réservistes qui sont vraiment à la charnière, comme je le disais tout à l'heure. Donc, voilà pour l'approche par les compétences. Dans les Outre-mer, c'est un axe d'effort pour moi d'étendre mon réseau de correspondants de la garde nationale dans les Outre-mer. Pourquoi ? Parce que les Outre-mer, c'est des vraies pépites, en fait. Ils ont un système de résilience qui est totalement extraordinaire et dont on gagnerait parfois à s'inspirer. Donc, mais on a mis en route petit à petit, et on avance lentement mais sûrement. Je cite 2 exemples pour bien fixer les idées. Au mois de juillet 2023, la garde nationale a signé une convention de partenariat avec l'université de Cayenne en Guyane. Et puis au mois de décembre 2023, profitant d'un déplacement du ministre des Armées en Nouvelle-Calédonie, le secrétariat général de la garde nationale a signé, le ministre des Armées a signé 12 conventions de partenariat en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez, on étend petit à petit notre réseau et notre envie d'aller conquérir des compétences et des réservistes. Merci, mon général. Alors, si j'ai bien compris, notre collègue parlait aussi de la réserve industrielle de défense, parce que, bien entendu, la réserve opérationnelle, vous recherchez des compétences, mais il y a également eu l'annonce d'une réserve industrielle de défense. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, à savoir, si on a bien compris, c'est une réserve
militaires mis à disposition d'entreprises privées, si j'ai bien compris, enfin peut-être vous pourrez me contredire, et est-ce que cette réserve industrielle de défense doit un jour intégrer le périmètre de la garde nationale, puisqu'on pourrait imaginer que les réservistes ont aussi des employeurs, pourraient intégrer ce périmètre-là. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, il est fait mention de ce qui s'appelle la R&D ou réserve industrielle de la défense. À terme, il est prévu donc une montée en gamme de cette réserve particulière qui est donc gérée et commandée par le délégué général pour l'armement. En 2030, la cible est de 2940 réservistes industriels de la défense. Aujourd'hui, les premiers réservistes industriels de la défense ont été recrutés. Ils ont été recrutés par un gestionnaire particulier qui est l'armée de terre. Pourquoi ? Parce que dans ses statuts, la Direction générale pour l'armement, ne peut pas recueillir d'autres personnes que des ingénieurs. Et donc c'est l'armée de terre, en qualité de gestionnaire, qui a recruté 5 réservistes industriels de la défense dans une entreprise qui s'appelle le Scania. Les contrats ont été signés conjointement avec mon camarade de la garde nationale. Et ces réservistes industriels de la défense ont pour mission, à concurrence d'une dizaine de jours, de venir travailler auprès d'industriels de la base industrielle et technologique de la défense, dans un premier point, mais également auprès donc de structures étatiques. Donc c'est une réserve qui est véritablement en train de monter en gamme, et en fonction de son secteur d'activité, le gestionnaire, le corps d'accueil, sera donc une des 3 armées. Ok, donc c'est bien une réserve militaire qui sera mise à disposition d'entreprises civiles. Comment ça va se passer dans leur mission ? Alors, plusieurs points. Donc cette réserve, donc il s'agit bien donc d'une réserve militaire. Ils ont signé un engagement à servir dans la réserve. À ce titre, ils font pleinement partie donc des effectifs qui sont pris en compte au titre de la réserve opérationnelle donc par le secrétaire général de la garde nationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont bien pour vocation, dans le cadre donc d'une économie de guerre, et en y étant préparé, de venir apporter des compétences auprès des industriels, à la fois étatiques et privés. Ok, merci mon général. Alors, j'en profite, il y avait 2 autres questions complémentaires sur la fidélisation et le système réserviste opérationnel connecté, qui je crois est développé d'ailleurs pour les réservistes et un peu par les réservistes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'avez posé deux questions. Une première question sur la fidélisation, une deuxième question sur le système d'information réserviste opérationnel connecté. Concernant la première question, vous l'avez évoqué, il s'agit bien en 2030 d'atteindre la cible de 80 000 donc, réservistes opérationnels et un réserviste pour 2 militaires d'actifs, donc 105 000 en 2035. C'est un défi qui est considérable. Et vous évoquez le taux de fidélisation. J'ai pu le dire avec vous. Aujourd'hui, un réserviste, quand il s'engage pour une durée moyenne de 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on renouvelle le stock donc de 20% tous les ans, ce qui est considérable. J'ai pu l'évoquer avec vous. Je considère que c'est véritablement quasiment un seuil critique, et raison pour laquelle il nous faut augmenter notre capacité à fidéliser. Et on va réussir ce défi justement avec plusieurs points. D'une part, en anticipant davantage sur les calendriers de mise en œuvre des différentes missions qui sont proposées aux réservistes, en anticipant donc sur le calendrier, en leur apportant une meilleure considération. Et c'est tout aussi l'intérêt de ce plan que d'avoir une réserve rénovée, qui est à la fois mieux formée, mieux équipée, et qui va véritablement pouvoir s'épanouir encore davantage, parce qu'elle est parfaitement épanouie. Moi, je tiens juste à signaler ici qu'au terme d'un sondage que nous avons réalisé en interne auprès de 38 000 réservistes, un taux de réponse donc de 50%. Nous avons eu 17 000 réponses. Nous avons un taux de satisfaction des réservistes de 90%. Donc on a un peu plus de 90% de nos réservistes qui sont extrêmement satisfaits de leurs conditions. Et nous avons 98% des employeurs militaires qui sont contents de la réserve qu'ils emploient au quotidien. Donc il nous faut impérativement poursuivre ces efforts et poursuivre sur donc, ce caractère de fidélisation si on veut être au rendez-vous des objectifs. Le deuxième point,
mais qui s'y approche. C'est le système d'information réservistes opérationnels connectés. Il a été créé en 2017 et initialement, il était prévu uniquement pour les gestionnaires. Ça devait être un système de gestion. Et puis, au fur et à mesure, il a servi à la fois pour les gestionnaires, mais également pour les utilisateurs, avec une interface qui s'est développée, une interface web dans un premier temps. Et puis, donc, je peux vous annoncer ici que l'application réservistes opérationnels connectés, qui pourra être téléchargé par nos jeunes et moins jeunes réservistes sur les deux plateformes, donc Google Play et Apple Store, sera disponible avant l'été. C'est une avancée majeure puisqu'elle permettra donc à cette nouvelle génération qui est très techno-native de pouvoir véritablement avoir un lien quasi permanent avec l'employeur militaire. Le système d'information ROC, il est également en pleine phase de montée en gamme, de montée en puissance. Avant l'été, on aura également un nouveau module qui va venir s'adjoindre, c'est ce qu'on appelle le module InfoCentre, qui va nous permettre véritablement d'effectuer du pilotage de la performance en temps réel de la réserve, où qu'elle soit et à quelle armée, direction ou service qu'elle appartienne. Et puis, en lien également, on va y adjoindre cet été des modules dits de compétences. Il faut bien comprendre aujourd'hui que nous voulons passer d'une réserve poussée à une réserve tirée. Aujourd'hui, on a véritablement, on vient rechercher la réserve qui arrive. Demain, véritablement, on veut aller chercher la réserve dont on a besoin sur des segments critiques. Et là, je voudrais faire le pont avec ce qui vient d'être énoncé. Nous avons, en lien avec la direction donc des ressources humaines du ministère de la Défense, effectuer une cartographie des métiers les plus en tension. Nous avons donc édité une carte des 50 spécialités les plus critiques. À partir de ces spécialités critiques, nous avons donc établi un plan d'action pour étudier la façon dont nous allons aller les capter au mieux. Et ça ne peut se faire que dans une stratégie partenariale, justement avec notre camarade de la garde nationale, pour aller cibler à la fois les entreprises, les leaders, les influenceurs des catégories concernées, et pour qu'on puisse véritablement donc combler, lorsque cela est nécessaire, les quelques spécialités critiques dont nous avons besoin. Merci, mon général. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Caroline Colombier. Oui, merci, Monsieur le Président. Général, en double. Au nom de mon groupe Rassemblement National, je souhaiterais tout d'abord vous remercier pour vos propos très enrichissants sur le rôle des réserves et de la défense globale. Nous sommes en effet très attachés à cette dimension de notre modèle d'armée qui permet à chaque citoyen français de servir son pays selon ses disponibilités et ses compétences. Donc nous tenons bien sûr à saluer, comme vous l'avez fait également, tous ces militaires, tous nos réservistes qui bien souvent assument à côté de leurs camarades d'active des missions de premier plan, particulièrement ces dernières semaines, avec le relèvement du plan Vigipirate à son niveau le plus haut et surtout à l'approche du grand événement que va être les Jeux Olympiques, où ils seront fortement mobilisés. Les réserves contribuent donc à cette incarnation du lien de notre armée avec la nation française, auquel nous sommes très très attachés. Je voudrais vous interpeller sur 2-3 petites questions aujourd'hui, sachant que je pense que vous avez déjà répondu à un certain nombre de points avec mon prédécesseur. J'aimerais vous interpeller sur les standards de recrutement des réserves. Donc, je pense que le point a été fait, mais je voulais quand même que vous le confirmiez. Donc, presque un an après le vote de la LPM, les standards de recrutement fixés par les textes étaient donc un doublement des réserves d'ici 2030, à savoir 80 000, puis à 105 000 au plus tard en 2035, si je ne m'abuse, pour atteindre l'objectif d'1 pour 2 militaires d'active. La cible d'augmentation nette pour l'année 2004 était prévue à 3 800 volontaires, je crois que vous l'avez confirmé également. Ce tiers d'année déjà écoulé vous laisse-t-il optimiste quant à l'atteinte de cette cible? Ne craignez-vous pas que ces objectifs de recrutement, comme ceux pour l'active, ne risquent pas à la fois d'assouplir les critères de sélectivité, mais aussi de former des réservistes sans perspective d'employabilité, comme c'est le cas avec la PMS état-major de la Marine nationale, ou de créer des postes artificiels pour remplir les cibles? Par ailleurs, j'allais vous interroger sur le nombre de conventions, mais je pense que, Général, vous nous avez parfaitement répondu sur le nombre élevé de conventions signées. Enfin, pouvez-vous nous dire un rapide mot sur les réservistes du service des énergies opérationnelles, les besoins, la cible de recrutement et leur employabilité? Je vous remercie. Merci, mon général.
Donc Barbry, je suppose. Oui, merci Madame la députée. Donc effectivement, la LPM consacre donc le doublement des réserves opérationnelles avec une cible en 2030 de 80 000 réservistes opérationnels donc de premier niveau et un militaire réserviste pour 2 militaires d'active, donc en 2035, soit 105 000. Les marches sont fixées dans la LPM et donc on a successivement 3 825, 4 400 en 26, puis 5 500, 6 500, 7 500 et 8 500 pour la dernière marche. Vous évoquez et vous me posez la question de mon optimisme. Les militaires, je ne sais pas s'ils sont optimistes ou pessimistes, en tout cas ils sont très pragmatiques et les chiffres sont têtus. On est sur vraiment une belle dynamique. Nous avons réussi à recruter un solde positif au cours de l'année 2023 d'un peu plus de 2400 donc, engagements à servir dans la réserve, ce qui est un chiffre déjà considérable. Et aujourd'hui, les premiers chiffres nous donnent des raisons, en tout cas des chances raisonnables d'atteindre, et très raisonnables d'atteindre la cible. J'en profite également pour dire qu'il n'y a pas d'effet d'éviction entre l'active et la réserve. Je pense que ce sont deux engagements qui sont bien séparés et à la fois complémentaires dans cette vision d'engagement qui est chère à notre jeunesse, dont il ne faudrait certainement pas désespérer et qui montre au quotidien donc toute sa fougue, tout son allant et tout son engagement, que ce soit dans l'active ou dans la réserve. Vous évoquez enfin une artificialisation des postes. À mon niveau, je la vois d'autant moins qu'il y a un véritable foisonnement de projets qui sont en cours dans les différentes armées, directions et services, avec la création d'entités nouvelles. J'ai évoqué avec vous ces bataillons territoriaux, ces flottilles côtières, ces escadrons de défense, la perspective pour le service des énergies opérationnelles de créer cette base pétrolière interarmée à parité entre réserve et active. Et je puis vous assurer que tout est mis en œuvre pour que chaque jour d'activité de la réserve soit utilisé à bon escient. J'en profite également, puisque c'est une notion que je n'avais pas pu aborder avec vous, pour dire que le nombre moyen de jours d'activité donc réalisés par les réservistes opérationnels s'établit à environ 36,5, 36,2 pour être très précis, pour la totalité de l'année 2023, et ce qui constitue en fait la cible que nous attendions, puisque c'est un dixième de l'année. Madame la députée, je vais apporter quelques précisions sur le nombre de conventions de partenariat. Alors, tout à l'heure, j'ai cité un ordre de grandeur, hein, j'ai dit 1000. Je pense qu'on est un petit peu plus je suis même sûr qu'on est un petit peu plus de 2000 conventions de partenariat qui ont été signées. Alors, comment elles se répartissent, en fait? C'est ça qu'il faut voir. C'est que sur les 1000, il y en a 70% qui sont signés avec des entreprises. Alors, des PME, des ETI, et puis des grandes entreprises aussi, des grands groupes. Mais tout ça étant un équilibre, en fait. Moi, je n'ai pas besoin que de grandes entreprises. J'ai besoin de faire du réservisme dans des territoires qui peuvent être des déserts militaires. Et donc ça, je réponds à la commande et aux besoins exprimés par les armées. On a 25% des 1000 conventions qui sont signées avec des collectivités territoriales. Et on a 5% des conventions de partenariat qui sont signées avec des établissements d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, clairement, mes deux priorités, c'est de développer ces liens avec les collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que, en fait, les collectivités territoriales sont les premiers acteurs de la résilience dans les territoires. Quand il y a un problème, une inondation, tout le monde se retourne vers le maire en disant « Monsieur le maire, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider ?» Et une collectivité territoriale dans laquelle il y a des réservistes, pour les raisons que j'ai exposées dans mon propos liminaire, me semble-t-il, est mieux armée pour faire face à un événement qui vient perturber le bon ordre des choses. Après, la deuxième priorité qui est la mienne aujourd'hui, c'est d'aller signer des conventions de partenariat en nombre beaucoup plus important avec les établissements d'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce qu'on va recruter des jeunes étudiants. Et donc, l'expérience montre que quand on arrive à recruter des jeunes, il y a toujours une fidélisation qui est beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile.
Alors, modulo, évidemment, les périodes de la vie où le réserviste, le jeune réserviste sera moins disponible parce qu'il s'est marié, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a changé de métier. Mais ça fait partie d'un parcours de vie, je dirais. Donc on est prêt à assumer cette indisponibilité temporaire parce qu'on est sûr que quelque temps après, le réserviste sera à nouveau pleinement opérationnel pour rendre du temps et servir son pays. Donc voilà mes conventions de partenariat. Et ce que j'observe, moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de chefs d'entreprise, de patrons de collectivités territoriales, de chefs d'établissements d'enseignement supérieur, de présidents d'université qui s'engagent pour soutenir leurs salariés, leurs agents publics, leurs étudiants qui ont fait le choix de la réserve. Tous disent, moi je n'ai pas le temps d'être réserviste, je suis très pris, je n'ai même pas le temps d'être réserviste citoyen. En revanche, je m'engage à soutenir mes réservistes parce que je trouve que leur engagement a beaucoup de sens, je le partage et donc je vais les aider. Et en ça, j'accepte de signer une convention de partenariat avec la Garde nationale. Merci, mon général. Oui, juste un complément, Madame la députée, pour évoquer le service des énergies opérationnelles. Et je vous remercie de bien vouloir le citer parce que généralement, on ne parle que de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace, du service de commissariat des armées, du service de santé des armées. Et on oublie trop souvent le service des énergies opérationnelles qui effectue au quotidien un travail remarquable, que ce soit dans l'Hexagone, dans les Outre-mer et également en opération, de par leur fonction de soutien indispensable donc, à la réalisation de nos missions. Donc aujourd'hui, en 2024, la cible est donc de 187. En 2030, la cible donc, attendue est de 354 pour 710 en 2035. Et comme j'ai pu l'évoquer avec vous, le service des énergies opérationnelles est en marche vers donc, cette rupture, cette révolution de la réserve, et avec notamment la constitution de cette base pétrolière interarmée à parité entre réservistes et personnel d'actifs. Merci, bon. J'ajoute juste, Monsieur le Président, que ce matin, comme je le disais, j'étais avec le directeur central du service de l'énergie opérationnelle, avec lequel donc, on a conclu un partenariat avec une entreprise, la STEF, entreprise de transport à Paris. Et le directeur central me disait, moi, aujourd'hui, j'ai évidemment besoin de conducteurs, mais j'ai aussi besoin de personnes qui sont en capacité de faire du transport de matières dangereuses, pour répondre concrètement à votre question. Et en signant des conventions de partenariat, lui sait qu'il va pouvoir récupérer des jeunes ou des moins jeunes qui sont conducteurs, et après, derrière, il va leur délivrer la formation transport de matières dangereuses. Voilà. Et en créant en plus une compagnie, comme l'a dit le général Barbry tout à l'heure, à la BPIA, base pétrolière interarmée, au transport. Merci, mon général. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Emmanuel Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Mon général. On le sait au moins depuis la Révolution française, ce sont les nations qui font les guerres et non pas seulement les armées. Dans cette optique, la cohésion nationale est essentielle et le rôle joué par la réserve est primordial. Et dans ce cadre, je reviendrai sur l'idée d'une conscription citoyenne pour renforcer la structure générale de la défense nationale. Merci en tout cas pour vos interventions et vos propos éclairants sur ce sujet hautement intéressant et déterminant pour nos armées. Je vais décliner mon intervention en 3 questions. Une première sur le service national universel. Ensuite, j'aborderai les réserves en soi. Et enfin, les missions de la réserve et son avenir. Au sujet du SNU, vous affirmiez, Général Gaspari, dans une audition du 3 mai dans le cadre de la préparation de la LPM, que le SNU constitue un tremplin vers l'engagement, qu'il soit civil ou militaire. Alors, comment voyez-vous les choses concrètement au sujet du SNU, en sachant qu'il concerne des adolescents de 16 ans, sans instruction militaire, c'est impossible à mener en 12 jours, et alors même que les militaires nous disent majoritairement être plutôt réticents devant cette initiative. Un tremplin de cette sorte est-il de nature à susciter de futurs citoyens augmentés, comme vous les définissiez vous-même ? Et donc, pensez-vous que le SNU est effectivement une initiative à soutenir ? Sur les effectifs, l'objectif est d'avoir 105 000 réservistes d'ici à 2035. C'est un objectif ambitieux,
Mais les moyens pour y parvenir le sont-ils autant? A-t-on des personnels encadrants et formants pour garantir des moyens à la hauteur des missions données aux réservistes? Comment faire pour financer correctement cette ambition? La LPM est-elle suffisante? Dans un avis rendu par le Conseil d'État, celui-ci affirmait que non. Alors, qu'en pensez-vous? Et enfin, au sujet des missions des réservistes, justement, ne méritent-elles pas d'être diversifiées? Vous l'avez dit, nous sommes dans un monde qui enchaîne les crises et qui les voit s'articuler pour devenir systémiques. Nous avons ainsi un besoin important de forces de sécurité civile, de personnel formé à gérer des crises issues des bouleversements climatiques qui frappent déjà notre pays et qui le feront à l'avenir plus fort et plus vite encore. Mais il y a aussi les crises cyber, terroristes, sanitaires, humanitaires. Nous avons besoin de cet engagement. Mais, et c'est la conviction de mon groupe, cet engagement doit être élargi, renforcé. Il doit être plus solidaire, plus populaire, qu'il soit civil ou militaire. Et c'est tout le sens de la conscription citoyenne proposée par la France Insoumise NUPES et qui, selon nous, donc qui serait d'une durée de 9 mois, qui serait rémunérée au SMIC et à réaliser entre 18 et 25 ans, obligatoirement. C'est donc le sens de cette conscription citoyenne qui répondrait bien davantage aux enjeux de demain que le SNU ou les réserves sous leur format actuel. Je vous remercie. Merci pour vos interventions. Donc, on a compris votre réticence sur le SNU parce que vous pensez que ce n'est pas suffisant et vous voulez davantage de durée, si je comprends bien la position. Mon général. Alors, effectivement, le 3 mai, j'avais cité 2 exemples de mémoire. J'avais parlé du service militaire adapté, service militaire volontaire, en disant que c'était des tremplins pour l'insertion. Et j'avais dit que le SNU, effectivement, c'est un tremplin pour l'engagement. Alors, quand je parle d'engagement, je disais d'engagement divers et variés. Je pense que tout ce qu'on veut, tout ce que l'on souhaite, c'est que notre jeunesse s'engage d'une manière ou d'une autre. Si c'est dans la réserve militaire ou des forces de sécurité intérieure, je serai le premier content, évidemment. Mais je pense que l'important, c'est de faire vivre chez nos jeunes générations, nos plus jeunes générations, cette flamme de l'engagement qui est enfuie dans chacun d'entre nous. Il faut juste qu'on aille l'éveiller, l'attiser pour faire comprendre que l'engagement a du sens aujourd'hui. Et donc, moi, je suis persuadé que le SNU peut être effectivement un moyen de susciter cet engagement, de provoquer cet engagement, parce qu'on a tous, au plus profond de nous, quelque chose, pas de Tennessee, mais qui nous rappelle l'engagement. Et pour corroborer, enfin pour étayer mon propos, je vais citer l'exemple de la classe de défense et de sécurité globale que la Garde nationale parraine. Donc nous avons décidé collectivement de parrainer une classe de jeunes qui ont entre 14 et 16 ans, donc qui pourraient avoir le profil que vous évoquez, mais qui sont dans un territoire qui peut paraître compliqué. Ils sont dans le 93 à Sevran. Et donc depuis le mois d'octobre, on a débuté une itinérance avec eux, un parcours. Donc le nom de l'établissement, c'est Blaise Sandra. Et donc on a repris une expression chère à Blaise Sandra. On bourlingue avec eux. Et on les a emmenés à différents endroits. Je puis vous assurer, monsieur le député, que quand on les emmène aux Invalides, quand on les emmène à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, quand on les emmène dans une base aérienne, comme on l'a fait vendredi dernier à Villacoublay, ces jeunes, il se passe quelque chose. Ils ont les yeux qui s'ouvrent grands, ils se disent « Ah oui, quand même ». Donc à chaque fois, on fait passer des messages forts. Donc aux Invalides, on leur a fait toucher du doigt que les armées ne laissaient tomber personne quand il y avait un blessé. Donc, ces jeunes ont eu l'occasion de discuter avec un pensionnaire des Invalides. Donc le message a été fort. Chez la BSPP, c'est la force du collectif, la cohésion du groupe qui permet de réparer les blessés de la vie. Et sur la base aérienne, alors il se trouve que ces jeunes sont dans une filière électrotechnique. Donc on leur a montré que si les avions décollent, c'est parce qu'il y a une armée derrière d'électriciens, de mécanos qui met en condition les appareils, les aéronefs pour qu'ils puissent décoller. Et cette jeunesse-là, même si elle est dans un territoire dont on sait qu'il peut être compliqué, cette jeunesse-là, elle est extraordinaire, elle est attachante, parce qu'ils ont des capacités à s'ouvrir vers l'extérieur qu'ont peut-être pas ou moins certains adultes. Et donc, moi, quand je vois ça, ça me remplit d'optimisme, et je me dis que si le SNU peut être un tremplin pour l'engagement, allons-y, pourquoi pas. Merci, mon général. Mon général, vous souhaitez compléter ?
Oui, monsieur le député, merci beaucoup. Je répondrai sur 2 points, la diversification des missions et les moyens alloués. La réserve rénovée a justement vocation à multiplier le spectre missionnel, donc confié aux réservistes. On est bien sur une unicité, une communauté de destin. On ne fait pas la différence entre une armée de réserve et une armée d'active. C'est véritablement une armée où l'active et la réserve cheminent et réalisent leur mission conjointement. Sinon, il n'y aurait pas d'esprit de corps, et sinon, les armées y perdraient leur ADN. Et c'est tout l'intérêt justement pour nous que de pouvoir effectuer cette démarche de recherche de compétences pour aller chercher les spécialités critiques dont nous avons besoin, et effectivement en matière de cybersécurité, de quantique, de thématiques ayant trait également au changement climatique, tout ce vers quoi nous orientons nos efforts. Le deuxième point concernant les moyens, la loi de programmation militaire a alloué des moyens à la réalisation de cette ambition. Et vous le savez, ces moyens sont revisités annuellement. Moi, je donnerai un exemple. La loi de finances initiale pour le T2, donc la masse salariale octroyée 193 millions d'euros initialement. On a bien vu que compte tenu des mesures de rehausse, compte tenu de l'emploi accru, il fallait revoir donc cette somme. Et donc, c'est plusieurs millions d'euros supplémentaires qui ont été alloués pour la réalisation de cette mission et pour permettre justement le juste emploi au bon niveau de la réserve et pour qu'elle puisse continuer, dans le cadre de ces missions, à réaliser en moyenne ces 36,5 jours d'activité. Et en complément, moi je voudrais dire que l'objectif du cycle, et on se rassemblera là-dessus, j'espère, c'est de promouvoir l'engagement de chacun pour une défense nationale efficace. Mais et le deuxième point sur la diversité des missions, je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire que ce n'est pas parce qu'on a une ambition sur la réserve que cela doit conduire à déresponsabiliser les ministères civils sur leur capacité à faire face à un choc. Je pense qu'on a une ambition pour les réserves, mais pour des missions qui doivent bien rester des missions de nature militaire, et qu'on doit, en même temps qu'on développe les réserves, dire à chaque ministère civil, vous avez également la responsabilité, dans le cadre de la défense globale, de prévoir les modalités de remontée en puissance si toutefois un jour on était face à une situation exceptionnelle. Et non pas qu'on tombe dans le piège de dire, oula, mais comme les armées ont développé les réserves, moi en tant que ministère civil, si un jour on est face à un choc, c'est les armées qui absorberont ce choc. Voilà. Pour le groupe démocrate, la parole est à Josy Poeto. Pour le groupe Les Républicains, comme le nom de Nathalie Serre était barré, mais je n'avais pas vu qu'il y avait un remplaçant, un réserviste, la parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les officiers généraux. Nous sommes évidemment sensibles à ce rôle essentiel des réserves, qu'il s'agisse de leur utilité opérationnelle ou, comme vous l'évoquiez, Général Gaspari, l'augmentation de la surface de contact. Puis je ne pouvais être que très sensible à ce que vous avez dit sur le service de l'énergie opérationnelle. Ce sont les seules emprises militaires que j'ai sur mon territoire avec le centre de Varennes-sur-Seine. Donc écoutez, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Quelques petites questions techniques concernant les conventions partenariales qui sont évidemment très utile. On voit à peu près, c'est le cas de mon département de Seine-et-Marne, comment ça se passe avec les collectivités locales. Est-ce que vous pourriez nous dire avec les entreprises comment c'est organisé au niveau des territoires, qui va démarcher les entreprises, qui va les voir, qui le fait, et est-ce que vous avez des éléments statistiques en termes de strates d'entreprise que vous pourriez nous donner, aussi de la sociologie des chefs d'entreprise? Je pense qu'un ancien Saint-Cyrien qui dirige une entreprise, ça peut plutôt faciliter. Et dernière question liée à cela, vous parliez d'avantages fiscaux, je suppose que c'est au titre du mécénat de compétences. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Ça, sur les conventions partenariales. Deuxième question, il y a eu, je crois, un exercice vulcain avec les réserves. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retexte de ce que cela a donné? Troisième point, sur la préoccupation que nous avons tous d'augmenter la surface de contact.
Pensez-vous ou non qu'il serait utile de rendre obligatoire dans tous les collèges ou dans tous les lycées au moins une classe de défense? C'est une magnifique réalisation. Malheureusement, ça suppose des volontaires. Et moi, je vois la différence entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et je pense que c'est vraiment une question que l'on peut se poser. Enfin, une question plus technique sur les bataillons territoriaux. Est-ce que vous pourriez nous dire comment cela s'articule par rapport à la DOT globale, au rapport à la gendarmerie, sur quelle échelle, enfin nous en dire un peu plus. Un grand merci. Merci, mon général. Je vais répondre sur la partie convention, monsieur le député. Merci pour ces questions toujours précises. Alors, la garde nationale, elle est à l'image de la réserve, c'est-à-dire qu'elle est territorialisée. Et donc pour ça, j'ai structuré, j'anime un réseau de correspondants de la garde nationale qui sont les pivots de cette stratégie partenariale dans les territoires. Donc on est allé au niveau des zones de défense, on est allé au niveau des régions administratives, et maintenant on descend la maille au niveau des départements. Et donc ces correspondants, ce sont des réservistes, opérationnels, citoyens, qui parfois eux-mêmes sont des chefs d'entreprise. Et donc ils connaissent particulièrement bien le tissu socio-économique de leur territoire, et donc ils sont à même de pouvoir engager des discussions, des négociations avec des chefs d'entreprise pour, in fine, arriver à signer des conventions de partenariat. Mais le CGNE, il n'agit pas tout seul, il n'est pas hors sol. C'est-à-dire qu'il appartient à un écosystème qui est très large. Vous avez la chaîne OTIAD, Organisation territoriale interarmée de défense, avec les officiers généraux de zones de défense et de sécurité, et les fameux DMD que l'on trouve dans chaque département, les délégués militaires départementaux. Et donc, moi, mon rôle, c'est de développer des synergies entre tous ces acteurs pour que la force des réseaux étant démultipliée, on arrive à signer des conventions de partenariat. Donc c'est toute une alchimie, c'est tout un écosystème qui se met en place et qu'il faut animer. Et donc ça, je le fais volontiers, le secrétariat général, en liaison évidemment avec l'état-major des armées pour ce qui concerne la chaîne OTIAD. Et c'est très vertueux en fait. Moi, j'ai fait récemment 2 déplacements, un à Lyon, au mois de janvier, et puis la semaine dernière, j'étais à Bordeaux pour rencontrer justement tous les acteurs de cet écosystème. Et on se rend compte que quand tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, on arrive à vraiment d'excellents résultats. Et donc c'est le rouleau compresseur, en fait. Le secrétariat général de la garde nationale, c'est un rouleau compresseur qui avance et qui développe sa stratégie partenariale. Et on vous encourage également à associer les correspondants défense en lien avec les collectivités. Voilà. Et il y avait un lien concernant les avantages fiscaux. Alors, le général Barbry parlait de l'avantage fiscal, je crois, des émoluments de réservistes qui ne sont pas fiscalisés. Mais pour les entreprises en tant que telles, il n'y a pas d'avantage fiscal. Hein, si, non, pour moi. Si. Mon général. C'est du mécénat. En fait, quand un chef d'entreprise décide de maintenir tout ou partie de la rémunération de son salarié lorsqu'il va faire une période de réserve, c'est considéré comme du mécénat. Donc ça ouvre droit à une réduction d'impôt à hauteur de 60% du montant de la somme totale qui est versée. Donc c'est-à-dire que 60% de la rémunération qui est maintenue fait l'objet d'une réduction sur l'impôt sur les sociétés. Exactement. Okay. Ça répond à la question. Vas-y, je t'en prie, réallume ton micro si tu veux. Oui, je m'autorisais simplement à rebondir sur ce que vous venez de dire en prenant l'exemple de mon département en Seine-et-Marne. Si on a un DMD très très identifié, c'est beaucoup moins à ce stade, je ne sais pas s'il y en a un désigné, identifié au niveau du département. Et je crois qu'on a vraiment intérêt pour porter ça en commun, que ce soit le DMD qui au moins communique et fasse savoir, parce que lui est identifié, voilà, c'est lui le correspondant garde nationale. En général. Alors, à ce stade, le correspondant de la garde nationale n'est pas le DMD, parce que le correspondant de la garde nationale... Ah, d'accord. Mais en tout cas, mon rôle, c'est de développer des synergies entre tous ces acteurs de l'écosystème des réserves dans les territoires. En général. Merci, monsieur le député. Donc, 3 questions auxquelles je vais essayer de répondre assez précisément. Vous avez évoqué dans un premier temps l'exercice Vulcain, effectivement un exercice qui avait été monté par la 4e brigade d'aérocombat dans l'Allier, dans la région de Moulins.
et qui consistait à la mise en œuvre d'un EMTR, un état-major tactique de réserve, qui lui-même faisait manœuvrer les escadrilles de réserve qui venaient donc des 3 régiments d'hélicoptères de combat, donc subordonnés à la 4e brigade d'aérocombat. Le but était d'effectuer donc dans le cadre d'une mission de type DOT, une surveillance de terrain en étroite justement collaboration et interaction avec à la fois les forces de sécurité intérieure, mais tous les acteurs de la chaîne de défense civile, et puis bien évidemment la préfecture qui avait monté son centre opérationnel. Cet exercice était quasi simultané avec un autre exercice qui était l'exercice Vésiné, qui lui avait été mis en œuvre par la 2e brigade blindée située à Strasbourg et qui répétait sensiblement les mêmes savoir-faire. Alors c'est intéressant parce que ça montre toute la pertinence et le caractère très opérationnel d'un état-major qui constitue à 100% de personnel de réserve et qui sont capables de manœuvrer et d'avoir des effets tactiques sur le terrain uniquement à base de personnel réserviste. Le deuxième point concernant les classes de défense-sécurité globale, aujourd'hui il existe donc en France 770 à peu près classes de défense et sécurité globale, qui sont des dispositifs parfaitement vertueux dans le cadre des trinômes académiques et que vous connaissez bien, et qui ne sont pas du ressort exclusif des armées, puisque nous avons également le ministère de l'Intérieur qui est bien présent, à la fois avec les sapeurs-pompiers civils, également avec policiers et gendarmes. Moi, j'appelle juste votre attention sur le fait qu'il existe en France 6 950 collèges et 3 750 lycées, soit à peu près 10 000 établissements. Si on étend donc ce dispositif à l'ensemble des établissements, il risque d'y avoir un léger problème de saturation. Donc je pense c'est une idée qui est extrêmement intéressante, qui me tient énormément à cœur. Et pour autant, je pense qu'il va falloir faire une étude d'impact et pour regarder un petit peu la faisabilité du dispositif. Ça me semble beaucoup, même pour nos camarades encore constitués, corps en uniforme. Le trinôme académique, c'est très spécifiquement donc la classe de 3e ou la classe de seconde. Donc ça touche quand même 10 000 établissements. Et puis enfin, vous évoquez les bataillons territoriaux. Donc c'est une volonté de l'armée de terre dans sa phase de montée en puissance, montée en gamme de la réserve opérationnelle. Il y a dans un premier temps donc la constitution des bataillons de réserve qui sont donc attachés aux brigades interarmes, mais aussi brigades interarmes. En 2025-2026, il y aura la constitution de 6 nouveaux bataillons de réserve qui, eux, seront attachés aux brigades spécialisées. Et puis, à la fin de la LPM, il y aura la constitution donc, de ces bataillons territoriaux qui reprendront pour modèle le 24e régiment d'infanterie, donc, qui est situé en zone de défense et de sécurité Île-de-France, et qui constitue une sorte de laboratoire. Et donc il y aura la constitution donc, de 6 autres régiments d'infanterie de ce type qui seraient chacun attachés à une zone de défense et de sécurité, donc en fin de LPM. Merci, mon général. Cette fois pour le groupe Modem, la parole est à Josie Poitou. Oui, merci. Merci à tous les deux pour la qualité de vos interventions et pour les. Alors, vous avez largement répondu. Voilà, ils l'ont déjà dit autour. Voilà, donc on va essayer je vais essayer d'abréger. Vous nous avez dit, Général Gaspari, avoir constaté aujourd'hui un engagement plus marqué des personnes morales, entreprises, collectivités ou établissements d'enseignement supérieur sur les territoires métropolitains et d'outre-mer. À quoi cela est-il dû, selon vous ? Comment cet engagement se traduit-il et n'est-il pas un moyen de lutter contre le scepticisme ambiant sur la capacité de notre nation à faire corps ? Quel devenir aussi voyez-vous pour la garde et son lien avec le SGDSN, dont nous avons reçu d'ailleurs la semaine dernière le secrétaire général. Et puis plus globalement, Général Barbry, avez-vous le sentiment que les armées, les directions et les services sont au rendez-vous de cette ambition qui est la défense globale ? En fait, j'aurais envie de vous demander à tous les deux, quelle définition donnez-vous à la défense globale ? Merci. Merci, chers collègues. En général. Alors,
pour répondre à votre question, votre première question, oui, moi je constate un engagement plus marqué des personnes morales. Alors tout ceci s'explique par le contexte national qui est émaillé de drames, de difficultés que j'ai cité tout à l'heure. On a aussi le contexte international qui est extrêmement incertain, qui est troublé, avec le retour en fait de la dynamique du rapport de force dans le règlement des oppositions interétatiques. Et donc je pense qu'on avait tous perdu ça de vue, mais en tout cas ça revient de manière prégnante. Et j'observe, moi j'ai pris mes fonctions de secrétaire général depuis le 1er août 2022, donc peu de temps après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et je trouve aujourd'hui qu'on a vraiment des chefs d'entreprise, des présidents de collectivités territoriales, des présidents d'universités qui s'engagent résolument dans ce contexte national qui est troublé, dans ce contexte international qui est troublé. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que vraiment ils doivent soutenir l'engagement de leurs collaborateurs qui ont fait le choix d'être utiles à leur pays en rejoignant la réserve opérationnelle. Donc c'est un constat que je fais. Alors il y a certes le volet nombre de signatures de conventions de partenariat, où je disais 169 en 2023 contre une moyenne de 120. Donc c'est un marqueur qui permet effectivement de voir qu'il y a un petit frémissement. Mais il y a aussi des sollicitations que je reçois, de plus en plus nombreuses. En fait, des chefs d'entreprise me demandent, et d'ailleurs j'y suis allé cet automne avec le général Barbry, on a décidé d'y aller, de faire une intervention à deux voix, pour présenter la valeur de l'engagement, la valeur de l'engagement dans la réserve opérationnelle des armées, dans une entreprise dans laquelle les cadres qui étaient déjà engagés étaient là, en tenue, mais aussi d'autres cadres qui souhaitaient s'engager sur la voie de l'engagement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, enfin dont j'avais jamais entendu parler, notamment par un prédécesseur lorsque j'ai pris mes fonctions. On assiste aussi, et on était ensemble avec le général Barbry, à des after-work qui sont organisés dans des entreprises pour faire coïncider l'offre et la demande. C'est-à-dire quelles sont les compétences détenues par les salariés d'une entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du cyber par exemple, et quels sont les besoins des employeurs derrière. Donc on arrive à faire coïncider ainsi l'offre et la demande. Vous voyez, on est vraiment sur un système très très vertueux. Donc, et puis une dernière, cette fois-ci, j'observe une tendance aussi, c'est que jusqu'à présent, la moyenne des conventions de partenariat se situait à 19 jours en fait. Et là, les 2 dernières conventions qu'on a signées à Nîmes, on est parti sur une base de 30 jours. Donc vous voyez, j'assiste aussi cette tendance de chefs d'entreprise qui se montrent, entre guillemets, plus généreux pour soutenir leurs salariés qui ont fait le choix, ou leurs agents publics qui ont fait le choix de rejoindre la réserve. Et donc je pense que tout ça aussi est mis en perspective avec les relations, les liens que l'on a tissés avec les élus dans ces territoires, les maires, les présidents d'agglomérations, de départements, de régions, les députés, les sénateurs. Donc cette force-là, c'est un vrai réseau, c'est un vrai écosystème qui est totalement acquis à la valeur de l'engagement. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice et on arrive à avoir effectivement une tendance marquée aujourd'hui et qui me permet de dire que oui, je constate un engagement beaucoup plus marqué des personnes morales. Et ça me rend pour le coup très optimiste. Ça me rend pour le coup très optimiste. Sur la deuxième question qui est le lien SGDN, SGDSN, de ce que je comprends de la question, c'est qu'aujourd'hui, je vous avais bien dit que le SGGN n'était pas un commandement puisque la préparation et l'emploi des forces relevaient toujours des chaînes opérationnelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle ? Est-ce que vous pensez qu'il faudra aller plus loin avec une réserve plus intégrée, un peu à l'image de la réserve de la garde nationale américaine, ou est-ce que vous êtes satisfait du modèle et des équipes qui ont été trouvées ? Alors cet équilibre, moi j'estime aujourd'hui que j'ai pas tout fait avec le modèle de la garde nationale française tel que je vous l'ai expliqué. En fait, l'édifice, il a 8 ans d'âge. Donc, en toute humilité, après 8 ans d'existence, je pense qu'on n'a pas atteint son âge de maturité. Enfin, pas totalement son âge de maturité. Parce qu'autrement, je dis que le travail que je fais n'est peut-être pas totalement bien. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que je consolide, Monsieur le Président, ces fondations sur lesquelles je construis l'avenir, pour que demain, on puisse peut-être envisager quelque chose. Mais demain, ça ne sera pas avant 10 ans, pas avant 20 ans, parce qu'il va falloir vraiment un peu de temps pour que
que la garde nationale qui a été créée en 2016 trouve définitivement sa place dans l'écosystème des réserves et qu'elle puisse vraiment être utile au pays. La garde nationale, et je dis ça toujours, le secrétariat général de la garde nationale n'existe pas pour lui-même. Il existe parce qu'il a une mission à remplir, une mission utile au pays. Et aujourd'hui, tout n'est pas consolidé pour me permettre d'envisager une évolution à terme. Maintenant, sur le travail avec le SGDSN, on est associé aux travaux de réflexion dans le cadre de la stratégie nationale de résilience en hypothèse d'engagement majeur. Donc il y a des premiers travaux qui ont été conduits à partir du mois de septembre 2022 jusqu'au mois de mars 2023 et qui ont débouché sur l'exercice Orion 23 et qui ont été chargés de piloter un groupe de travail au niveau du secrétariat général de la garde nationale qui était baptisé ainsi épaisseur RH et mobilisation des réserves. Et on a essayé donc de faire une cartographie de l'ensemble des réserves qui existent aujourd'hui sur le territoire national. Et il y en a vraiment beaucoup. Et on a constaté un défaut de gouvernance de toutes ces réserves, alors réserve de la pénitentiaire, réserve de sanitaire, réserve territoriale, de sécurité, enfin, et réserve des douanes récemment qui a été créée l'année dernière, en mois de juillet 2023. Donc il y a vraiment tout un écosystème de réserves qui a grandi, qui a émergé dans notre pays. Et donc nos travaux nous ont permis en tout cas de tisser des liens avec tous les responsables de ces réserves pour essayer de voir à ce qu'on pouvait faire si demain il y avait une crise qui permettait qui allait solliciter, notamment en cas de mobilisation générale, l'action des armées, des forces de sécurité intérieure et puis des autres composantes. Nous, on a supprimé la réserve parlementaire, en tout cas en 2017, qui était un autre type de réserve. C'était bon un peu pour les réveiller, je sentais que l'attention était en train de fléchir, et donc voilà. Mon général, vous souhaitiez compléter ? Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée, concernant le point de rendez-vous des armées, direction et services, je vous dirais que les armées, direction et services, elles sont pleinement engagées. Et elles l'ont démontré. Elles l'ont démontré au travers de plusieurs actions. D'une part, elles ont mobilisé les centres d'information et donc des forces et de recrutement des forces armées. Elles ont mobilisé les régiments, les formations administratives, les bases aériennes, les bâtiments pour aller recruter du réserviste. Elles se sont engagées sur le secteur, sur le segment de la communication, en effectuant une communication très, très proactive au bénéfice de la réserve. Elles ont mis en place des dispositifs novateurs que j'ai pu évoquer avec vous sur les flottilles côtières, sur ces escadrons de défense, sur ces bataillons territoriaux. Moi, je donnerais un exemple qui me semble assez emblématique. Jusqu'à cette année, la Marine nationale, à plus de 90%, elle n'avait pour seule réserve que d'anciens marins d'active. Et ça, c'est en train de changer avec la constitution de ces flottilles côtières, avec la constitution des escouades, avec la constitution des flottilles de réserve. Elles s'ouvrent au recrutement ab initio. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. C'est une véritable rupture. Donc oui, les armées de direction et services sont pleinement engagées vers cet objectif et vers cette ambition. Je dirais même plus, elles sont engagées tant d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif, parce qu'on est bien non pas sur un doublement de la réserve, mais on est bien sur une rehausse de la capacité d'engagement opérationnel des forces armées françaises. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Puis la deuxième question, vous évoquiez ce qu'évoque la défense globale. J'ai essayé d'être un bon élève et j'ai écouté tous ceux qui se sont succédés, et je reprendrai les propos du général Durieux, qui, à cette même question, avait tracé ces 4 cercles concentriques, donc défense militaire, défense nationale, sécurité nationale et sécurité internationale. J'espère ne pas trahir ces propos. Et je pense que véritablement, cette défense globale, elle est à trouver à la fois à l'intersection de ces différents cercles, mais également en matière de cohésion. Alors, je suis le chef de la division cohésion nationale de l'état-major des armées. Moi, je note que cohésion et résilience sont 2 principes physiques. La cohésion consistant à agglomérer des particules différenciées, et la résilience à retrouver son état initial. Et donc pour moi, la défense globale, c'est véritablement réussir à atteindre au sein de la population française cet état de cohésion qui lui permette d'aboutir à la résilience.
voilà ma conception de la défense globale, Madame la députée. Très bien, merci. Mon général, pour le groupe Horizon, la parole est à Xavier Battu. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du groupe Horizon et Apparentés pour votre disponibilité et vos propos liminaires. Dans un contexte géopolitique instable et face à des défis sécuritaires en constante évolution, il est essentiel d'explorer différentes initiatives visant à renforcer notre résilience nationale. À cet égard, je souhaite aborder la politique partenariale menée sur l'ensemble du territoire par les secrétaires généraux de la Garde nationale, notamment en ce qui concerne les entreprises partenaires de la défense. En effet, la Direction générale de l'armement a lancé la réserve opérationnelle industrielle de la défense avec un objectif de 3000 réservistes d'ici 2030 pour permettre de renforcer l'industrie de l'armement en cas de crise majeure. Dans ce cadre, pouvez-vous nous détailler les principaux mécanismes mis en place pour faciliter l'engagement de ces réservistes qui sont un peu particuliers tout en tenant compte de leurs obligations professionnelles? Je vous remercie. Merci, mon général. Alors, écoutez, ma réponse va s'appuyer sur la journée du 5 octobre 2023 où la réserve industrielle de la défense a été lancée officiellement à Satory, sur le plateau de Satory. Donc les réservistes opérationnels dans l'entreprise Scania dont parlait le général Barbry tout à l'heure ont vu leur statut totalement sécurisé par la signature d'une convention de partenariat avec l'entreprise Scania. Donc ces réservistes de la réserve industrielle de la défense donc, évoluent dans un cadre juridique qui est totalement sécurisé, totalement bordé, et le chef d'entreprise leur donne une quinzaine de jours, j'ai plus le chiffre en tête, pour qu'ils puissent travailler au profit là je crois que c'est le SMITER, l'organisme de maintenance de l'armée de terre. Donc c'est extrêmement bien bordé cette affaire. Donc on est vraiment qu'au départ. Je veux dire, on n'a pas assez de recul, je pense, pour dire quoi que ce soit sur ce dispositif-là. En tout cas, les bases ont été lancées, la volonté était là. La Garde nationale a accompagné en signant une convention de partenariat avec Scania. Mais je pense que maintenant, il faut industrialiser peut-être le process. Et ça risque de prendre un petit peu plus de temps, parce que c'est pas simple. Merci. Mon général, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, simplement pour lever une petite ambiguïté sémantique en fonction des documents. Il y a la réserve opérationnelle industrielle ou la réserve industrielle de la défense qui est consacrée dans l'arrêté du 17 août 2023 sur la gouvernance relative aux réserves opérationnelles. Et effectivement, dans ce document, il est fait mention de la réserve industrielle de la défense qui ressort bien de l'autorité donc du délégué général pour l'armement et qui correspond en tout point à ce que vient d'évoquer mon camarade. La cible, effectivement, c'est de la classe 3000 en 2030. On est vraiment au début donc de cette montée en gamme qu'on suit tout particulièrement avec d'autres donc réservistes industriels de la défense qui vont être recrutés dans les prochaines semaines. Moi, il y a un petit point que j'ai toujours pas compris, c'est que cette réserve industrielle de la défense, elle vise à conforter les capacités industrielles militaires, notamment on parlait du SMITER, ou à conforter les entreprises de la BITD qui auraient à faire face à une charge de travail accru, ou aux deux à la fois? Les deux à la fois, Monsieur le Président. D'accord, donc c'est le lien finalement entre les entreprises du monde industriel et la défense pour un double usage, si j'ose dire. Et enfin, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Fabien Roussel. Merci Monsieur le Président. Messieurs les généraux, merci pour votre intervention, vos explications et les moyens que vous avez déployés que vous déployez pour faire vivre une réserve citoyenne et militaire au service de la nation. C'est un travail fastidieux, important, que je salue au nom de mon groupe. Et depuis la fin de la conscription, ces hommes et ces femmes volontaires sont effectivement indispensables pour assurer des événements tels que les JOP, mais aussi la sécurité de nos concitoyens ou leur venir en aide en cas d'événement tragique. Permettez-moi de vous interroger en mettant en perspective la guerre en Ukraine suite à l'agression russe. La réserve opérationnelle militaire, composée de volontaires, d'anciens militaires, est un réservoir de force pour intervenir auprès de nos armées d'active. C'est ce que vous avez expliqué, en complémentarité. Et vous avez dit d'ailleurs que pour cela, cette réserve devait monter en gamme. Vous avez parlé d'une rupture, d'un changement de paradigme.
Dans ce cadre, et au vu des annonces du président de la République sur la possibilité d'envoyer, je cite, des troupes françaises en Ukraine, de se donner aucune limite dans l'intervention militaire française dans ce conflit, vous n'avez pas évoqué comment la réserve opérationnelle militaire, avec ses anciens militaires, ou ses volontaires tout simplement, était mobilisée ou pas mobilisée. Vu le niveau d'alerte et d'engagement mis en avant par le président de la République, vu le niveau d'alerte de nos armées d'actives depuis ces annonces du président de la République, qu'en est-il de la réserve militaire opérationnelle ? Est-ce qu'elle est, elle aussi, en état d'alerte ? Est-elle mobilisée dans la perspective de l'envoi de troupes en Ukraine et d'une participation en complémentarité à côté de l'armée d'active? Alors, sous quelle forme elle serait mobilisée et en quoi ces réservistes sont-ils préparés? Merci. Mon général, c'est peut-être vous qui répondez, le général Barbry, je suppose, sur finalement, si je comprends bien, les conditions d'engagement de la réserve. Pardon, monsieur le député, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc il faut bien prendre en compte le statut donc, de nos réservistes et notamment la réserve opérationnelle. Donc j'ai pu voir avec vous qu'on a une réserve opérationnelle qui est en 2 niveaux, une réserve opérationnelle de premier niveau, une réserve opérationnelle de deuxième niveau. La réserve opérationnelle donc, de deuxième niveau, elle peut être convoquée en cas de menaces graves, donc c'est dans le code de la défense. Mais tout ça nécessite donc un texte réglementaire pris par le Premier ministre en Conseil des ministres. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation de la réserve, qu'elle soit réserve opérationnelle de premier niveau ou réserve opérationnelle de deuxième niveau. La réserve opérationnelle de premier niveau continue donc d'agir sur convocation et sur la base du volontariat, donc lorsqu'elle est convoquée par l'autorité militaire pour effectuer ses missions d'entraînement, donc conjointement et en synergie avec les forces d'active. Quant à la réserve opérationnelle de deuxième niveau, encore une fois, cette convocation ne pourrait advenir qu'après donc l'édition donc d'un texte réglementaire d'une convocation en cas de crise majeure et dans des circonstances tout à fait particulières. Ça répond bien à la question qui a été posée. Donc oui, il n'y a pas de crise majeure puisqu'il n'y a pas de convocation. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de nécessité de mobiliser la réserve et donc de prendre ce texte réglementaire pour mobiliser davantage la réserve. Et chers collègues, je vous précise même que le service national n'est pas supprimé, n'est que suspendu. Donc on pourrait même encore imaginer une mobilisation supplémentaire si toutefois la situation l'exigeait. Je crois que tout est prêt dans le Code de la Défense pour ça. S'il n'y a pas de complément, on va prendre les questions complémentaires. J'ai été saisi de 4 questions complémentaires que je vous propose de prendre de manière groupée. La parole est à Jean-Marie Fiévet. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les généraux, je vous remercie pour ces propos de présentation ainsi que vos diverses réponses. Grande ambition fixée par le Président de la République lors de son discours du 13 juillet 2022, la transformation de notre système de réserve est au cœur de notre loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Répondant à une ambition claire de notre dernière revue nationale stratégique, une France unie et résiliente. Face à cette ambition de taille, la Garde nationale joue un rôle essentiel. En rassemblant les réserves des différents corps d'armée, mais aussi de notre gendarmerie et police nationale. Elle apporte une réponse concrète au désir d'engagement de la jeunesse et incarne un réel tremplin pour le développement des réserves. Le tout contribue largement au renforcement des liens armée-nation ainsi que la cohésion de nos territoires. Officier de sapeurs-pompiers, je sais à quel point ces éléments sont chers à nos concitoyens. J'aurai ainsi 2 questions, une pour chaque général. La première pour le général Gaspari. Mon général, alors que vous avez pris vos fonctions au 1er août 2022 et que votre mandat de secrétaire général arrive bientôt à son terme, quel bilan tirez-vous de ces 2 années et quels sont les enjeux à venir pour la Garde nationale et son secrétariat général?
La deuxième pour le général Barbry. Mon général, ma question portera sur l'articulation entre l'active et la réserve. Avec un objectif à horizon 2035 d'un réserviste pour 2 militaires d'active, quelles opportunités ou éventuelles menaces pourraient amener cette nouvelle composition de nos forces de défense nationale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Gisèle Lelouis. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les généraux, je vous remercie pour votre présence et vous prêter à ce jeu des questions. En juin 2020, le général Thierry Burkhardt avait présenté 12 visions stratégiques, l'une d'elles visant à donner à la force terrestre opérationnelle plus de masse pour faire face à la haute intensité, ce qui passe par une plus grande application des réservistes opérationnels. Mais on ne peut pas créer une réserve sérieuse sans l'équiper. Et c'est là que le bas blesse. L'attente avant les entretiens de recrutement peut durer jusqu'à 1 an à cause de mauvais outils informatiques. Le matériel ou l'armement pour bon nombre de réservistes sont très souvent désuets, voire absents, surtout quand certains se projettent sur la guerre de haute intensité. Alors comment équiper de nouveaux réservistes si l'on éprouve déjà des difficultés à moderniser les équipements actuels des unités élémentaires de réserve? N'y a-t-il pas une incohérence entre ambition et budget effectué alloué? De sa formation initiale à 1 ou 2 ans sur 5, il y a une déperdition de plus de 70% des effectifs en raison de difficultés annexes. Alors comment conserver des réservistes si leur image des armées est écornée par les dysfonctionnements? Comment peut-on pousser pour faire respecter la LPM votée l'an dernier? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Pierre Cubert-Tafon. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les officiers généraux, chers collègues. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos propos instructifs et révélateurs de l'enjeu que représentent les réserves pour la défense et les intérêts vitaux de notre nation. Je souhaite par ailleurs saluer votre engagement au service de la cohésion nationale qui demeure un défi majeur dans le contexte actuel des menaces accrues. Renforcer cette cohésion est une priorité. Cela passe notamment par l'apprentissage de la citoyenneté et vous vous attachez à le faire. Je vous en remercie. La situation sécuritaire, vous le savez, est préoccupante, particulièrement à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques. Il semble nécessaire d'accroître la condition de la réserve à l'accomplissement des missions de défense dans laquelle nos réservistes auront pleinement un rôle à jouer. Comment envisagez-vous le rôle des réserves dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques et quelle amélioration soit envisageable dans le contexte des menaces actuelles pour une meilleure organisation de nos réserves au sein de la défense globale? Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à José González, qui n'a pas de questions. Donc, a priori, j'avais votre nom sur l'inscription. Je ne vois donc plus de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes, jusqu'à 5 minutes chacun pour répondre à ces différentes questions. Mon général, vous souhaitez commencer? Oui, merci Monsieur le député pour cette question. Alors, effectivement, pour moi, c'est pratiquement l'heure du bilan, puisque je rends mon tablier de secrétaire général de la Garde nationale cet été. Alors, avant ou après les JO, mais bon. En fait, moi, donc ça fait 18 mois que j'ai la chance et l'honneur d'être secrétaire général de la Garde nationale. Et pour moi, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur parce que tout ce que je vois, ça me rend terriblement optimiste. Je vois des réservistes au cours de l'itinérance que j'ai l'occasion de faire dans les territoires qui me rendent très fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Ils sont tous particulièrement engagés. Ils ont envie de sens dans leur vie, dans leur existence. Donc ils ont une occupation professionnelle qui est très prenante, mais ils ont envie de quelque chose d'autre, d'un petit supplément d'âme. Et en fait, ça, je voudrais le partager avec vous parce qu'ils sont extraordinaires. Ils sont vraiment pétris de superbes qualités humaines et morales, et tous ont envie de s'engager. Ce week-end, sans trahir de secret, j'ai répondu à un mail que j'ai reçu de la part d'un jeune réserviste à Bordeaux. Il était à Bordeaux la semaine dernière, il a passé 2 jours avec nous. Et ce jeune-là était fier d'avoir passé 2 jours aux côtés du secrétaire général de la Garde nationale, parce qu'il a vu le dynamisme qui était le nôtre, l'envie qui était la nôtre de participer à l'enjeu du doublement des effectifs des réserves opérationnelles. Et il m'a dit, moi, je suis fier d'être réserviste quand je vois ça. Donc ça me rend totalement content et totalement épanoui. Après, ce que j'observe du côté des réservistes, j'observe exactement la même tendance du côté des employeurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des employeurs
publics, privés, collectivités territoriales, universités, qui ont envie vraiment de soutenir et de reconnaître l'engagement de leurs salariés qui font des périodes de réserve. Ça, c'est quelque chose aussi qui mérite d'être souligné devant la représentation nationale, parce que c'est un signe fort. Et encore une fois, moi, j'ai la faiblesse de penser que tout ça doit nous rendre collectivement très, très optimistes. Mais pour autant, le travail doit continuer. Donc, un mandat de 2 ans, c'est pas suffisant pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, je sais que mon successeur s'y attachera et continuera cette œuvre collective qu'on a commencé ensemble d'ailleurs. Et voilà. Et donc, je pense que le secrétariat général de la Garde nationale a encore quelques années derrière moi, et heureusement d'ailleurs. Et en conclusion de ça, moi, j'ai acquis la conviction aujourd'hui que la Garde nationale, c'était plus une option. C'est une obligation. On n'a pas d'autre choix que de contractualiser avec la Garde nationale si on veut que notre pays soit de plus en plus résilient, qu'il soit plus fort et mieux armé pour répondre aux menaces qui pèsent sur lui. Je pense vraiment que l'engagement réciproque des réservistes et des salariés mérite d'être mis en lumière, en exergue, par le biais d'une signature de convention de partenariat. Donc oui, je suis totalement optimiste. Oui, je trouve que la Garde nationale, ces dernières années, commence à trouver sa place dans l'écosystème des réserves. Donc ça aussi, c'est une grande satisfaction. Alors tout ça, évidemment, c'est un travail en commun que je mène avec le général Barbry et qui me permet d'être très, très optimiste. Et puis, je terminerai là-dessus parce que je sais que je vous dois beaucoup, on vous doit beaucoup. Les réservistes vous doivent beaucoup à vous, les parlementaires, puisque vous êtes nos premiers soutiens, nos premiers relais dans vos territoires de ce que sont les réservistes. Donc, merci, un grand merci pour votre engagement à nos côtés. Sans vous, la vie serait nettement plus compliquée. Bon, c'est pas encore tout à fait la fin de la mission, au général, mais en tout cas, on peut vous remercier également de vos participations aux auditions et des interactions qu'on a pu avoir avec vous pendant votre mission et qu'on va continuer encore à avoir jusqu'à l'été. Mon général, vous souhaitiez également apporter des réponses ? Oui, alors, monsieur le député, tout d'abord, 105 000, un réserviste pour 2 militaires d'active, opportunité ou menace, clairement opportunité. Une opportunité très nette en matière de rehausse de l'ambition opérationnelle et des capacités opérationnelles des forces armées. Une opportunité phénoménale également, alors je disais en termes d'externalité positive, parce que plus on aura de réservistes, plus on aura d'ambassadeurs, et plus justement on arrivera à rendre poreuse cette notion impérative de cohésion nationale. Le chef d'état-major des armées soulignait il y a encore peu qu'un citoyen français pouvait passer toute sa vie sans jamais discuter avec un militaire. Avec 105 000 réservistes, il y a de grandes chances qu'on ait de moins en moins affaire à ce type de cas. Des opportunités RH également, parce qu'on ne pourra pas, et les armées ne pourront plus fonctionner en 2030 et a fortiori en 2035 comme elles fonctionnent aujourd'hui sur le système de gestion RH. Il faudra qu'on ait un système qui soit beaucoup plus plastique, qui soit plus souple, avec des porosités entre l'active et la réserve, avec des parcours un peu plus croisés, avec certainement de bonnes choses à apprendre de la part de nos camarades alliés, notamment américains, qui ont des carrières peut-être plus séquencées, plus mobiles entre la carrière militaire et civile. Donc définitivement, de belles opportunités pour une armée et des armées encore plus fortes et résilientes. Madame la députée, concernant le niveau des réservistes, vous avez raison. Aujourd'hui, le parcours de recrutement du réserviste est encore trop insatisfaisant. Je le reconnais, j'en porte la responsabilité en étant délégué interarmé aux réserves. Pour autant, nous sommes en train de l'améliorer. Le système d'information réserviste opérationnel connecté, qui constitue véritablement la clé de voûte, la pierre angulaire de la réforme et de la montée en gamme de la réserve opérationnelle, est en train d'évoluer. Nous avions un tunnel avant sur ROC qui consistait en une série d'étapes séquentielles. Demain, dans quelques semaines, le parcours du candidat sera entièrement rénové pour accélérer. L'ambition du plan réserve 2035, c'est passer de 4 à 5 mois
à une dizaine de semaines pour que chaque candidat puisse effectivement signer son engagement à servir dans la réserve en moins d'une dizaine de semaines. On va le faire comment? On va le faire donc en améliorant le système d'information, on va le faire en embarquant mieux les armées, directions et services, en fournissant davantage les fiches de poste dans le système ROC, mais également avec une réforme, une refonte de la visite d'expertise médicale initiale, qui était quelque part aussi un petit point de friction dans ce parcours du candidat. Et donc le service de santé des armées est en train de revoir un petit peu comment fluidifier cette problématique. Et donc j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, nous puissions accélérer grandement ce recrutement. Vous parliez de matériel et d'armement. Je modulerai juste un tout petit peu. Moi, j'aimerais rappeler que il y a quelques années, quand il a fallu que les forces armées, dans le cadre de la mission Sentinelle, neutralisent 2 terroristes, que ce soit sur le parvis de la gare Saint-Charles ou à Orly, ce sont 2 réservistes qui ont ouvert le feu et qui ont neutralisé les terroristes. Ça montre plusieurs choses. Ça montre qu'ils avaient de l'armement efficace et qu'ils savaient s'en servir et qu'ils étaient au niveau d'aguerrissement et de formation de leurs camarades d'active. D'ailleurs, lorsque nous croisons encore aujourd'hui des patrouilles dans nos villes, dans nos communes, il y a souvent à la fois des réservistes et des militaires d'active. Et je mets au défi quiconque de savoir qui est réserviste et qui est militaire d'active. Donc il y a véritablement cette exigence de formation de capacité opérationnelle qui est partagée, que nous mettons en œuvre. Et s'il y a encore des choses à revoir, nous sommes en train de les revisiter. Le budget, tel qu'il est présent actuellement, permet cette montée en gamme. Tout n'est pas encore parfait, mais la LPM va nous permettre d'y arriver. Et puis, enfin, monsieur le député, concernant les réservistes, l'emploi de la réserve, et notamment pendant les Jeux olympiques et paralympiques, vous évoquiez une meilleure organisation. Là encore, moi, je pense que l'ADN des armées françaises, contrairement à ce qu'on a notamment outre-Atlantique avec la garde nationale, qui est véritablement un objet à part, nous, on préfère cette forme d'hybridation qui fait travailler à la fois l'active et la réserve ensemble. Et le niveau d'exigence, et en tout cas la mission qui sera demandée aux forces armées dans le cadre de ces Jeux olympiques et paralympiques, inclura des réservistes et des militaires d'active. Et dans la mesure où il s'agit d'emploi, justement, je serai aujourd'hui bien incapable de savoir exactement quelle sera la forme du dispositif. Et je pense que c'est ce qui constitue un petit peu également la force des armées françaises. Très bien. Eh bien, écoutez, je vois plus de questions. Donc merci à tous les deux pour cette audition. Je pense qu'on a bien noté qu'au-delà de leur rôle opérationnel, les réservistes contribuent largement à la culture de défense, aux liens société civile, armée dans notre pays. Donc merci pour tout votre travail au quotidien pour développer ces réserves et les surfaces d'adhérence avec la société civile. Mes chers collègues, je vous propose de nous retrouver demain à 10h pour l'audition du CNRLT et vous souhaite une bonne soirée à tous.